Bien, je vois que ça ne monte plus. Je vous propose de commencer. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue à ce sixième et dernier atelier en ligne de la série Sexo de l'année 2023. Alors aujourd'hui, l'atelier va porter sur, c'est la continuité hein, un petit peu de ce qu'on a fait la dernière fois. Hein. Donc aujourd'hui, on va s'appesantir sur la sexualité agréable et satisfaisante, vu on chemine vers ce processus-là. Et donc on va faire un focus sur l'accompagnement et la prise en charge psychosexologique des femmes concernées par une mutilation génitale féminine pour se réapproprier leur corps. Alors, vous le savez tout le temps, voilà, on peut jamais commencer sans quelques petites consignes, voilà, d'usage. Et donc, je vous invite, voilà, à couper vos micros pendant les interventions. N'hésitez pas à vous nommer votre nom et votre institution. Bien entendu, l'atelier est enregistré et dont l'objectif, c'est de pouvoir le mettre à disposition d'autres, voilà, d'autres membres du réseau pour qu'ils puissent regarder en replay pour ceux et celles qui n'ont pas eu le temps voilà, de nous rejoindre cet après-midi. Et n'hésitez pas à lever la main si vous souhaitez intervenir, si vous avez une intervention brûlante ou alors vous notez votre question dans le chat. Alors, une fois ces petits rappels de consignes terminés, bah, on va aller à la note introductive. Alors, je sais, et je le dirai encore, hein, voilà, ce sont des rappels d'usage, mais voilà, on a toujours, voilà, de nouvelles personnes ou de nouveaux participants et participantes à chaque atelier, donc c'est important, voilà, d'avoir une minute pour présenter un petit peu ce que le réseau des stratégies concertées fait. Alors, le réseau des stratégies concertées, c'est quoi? Eh ben, c'est un ensemble voilà, d'acteurs et actrices de différents secteurs, notamment que ce soit de l'asile, la petite enfance, le médical, le social, santé, et ben justement qui ont trouvé justement nécessaire de pouvoir au sein voilà d'une plateforme se concerter voilà sur les différentes interventions qui étaient mises en œuvre dans le cadre de l'accompagnement des femmes et des filles concernées par les mutilations génitales féminines. Et donc, c'est comme ça que cette plateforme est née à l'initiative du GAMS en 2008. Et donc, le réseau des stratégies concertées de lutte contre les mutilations génitales féminines existe aussi bien en région bruxelloise qu'en région wallonne. Et donc, comme je disais, là avait justement identifié certains constats comme ce besoin de coordination pour renforcer la qualité de la prévention et de la protection des femmes et filles concernées par les mutilations génitales féminines. Et donc, il y a aussi voilà, un volet beaucoup plus de reconnaissance aussi, hein, un volet aussi de plaidoyer, ben, c'est aussi pour les acteurs membres de ce réseau ben, de faire reconnaître ces interventions-là par les instances administratives et politiques. Voilà. Donc voilà un petit peu pour la note introductive. Et pour voilà les personnes qui nous rejoignent aujourd'hui, qui ne sont pas encore membres, n'hésitez pas, voilà, en rejoignant le réseau des stratégies concertées, voilà, ça permet que vous fassiez voilà, connaître la démarche de votre organisation, vous former sur les questions de mutilation sexuelle féminine, communiquer sur les activités que vous organisez autour de l'excision des mutilations sexuelles féminines, mais aussi connaître finalement les différentes démarches des acteurs et actrices voilà, des différentes régions bruxelloises et wallonnes. Donc, n'hésitez pas à nous rejoindre. En fin d'atelier, je vous partagerai quelques contacts si vous souhaitez nous rejoindre. Alors, je vous invite à rentrer dans le vif du sujet. Donc, pour l'année 2023, voilà, on avait une série de 6 ateliers et aujourd'hui, voilà, on est au sixième, au dernier. Et donc, ça a été une longue série très chouette. Et donc, je vous invite, ceux et celles qui n'ont pas pu suivre toute la série, tous les ateliers sont enregistrés et disponibles sur le site des stratégies concertées de lutte contre les mutilations génitales féminines. Et donc, ça vous permet, voilà, de vous replonger sur toute la série. Alors, aujourd'hui, on va, comme je disais, aborder l'accompagnement. On va faire un focus sur l'accompagnement psychosexologique des femmes concernées par les mutilations génitales féminines. Et pour cela, bah, on a invité
deux magnifiques intervenantes, voilà, dont l'une dont vous avez connaissance, hein. Donc, on a Fos Mohamed Nour, qui est animatrice communautaire, interprète aussi en langue somali pour le Games Belgique, et Sandrine, qui nous accompagne déjà durant toute cette série d'ateliers sexo. Voilà, il faut dire que Sandrine a aussi une énorme expertise, hein. Voilà, elle est sexologue au centre C'est ma vie. Vous aurez justement l'occasion de découvrir un petit peu l'approche de ce centre. Et Fausse, justement, va aussi amener cette expertise-là avec le regard aussi voilà, de femmes concernées, mais aussi de femmes qui a parcouru, qui a suivi, voilà, on va dire, cet accompagnement psychologique et sexologique. Et donc, c'était intéressant, voilà, justement, pour nous de pouvoir avoir cette configuration. Alors, avant de commencer, avant de donner la parole à nos intervenantes, je vous présente un petit peu, voilà, on va entrer dans une approche, voilà, multidisciplinaire. Voilà, on parle de l'accompagnement psychologique, sexologique. Voilà, on va un petit peu présenter une petite vidéo bah, de ce que fait C'est ma vie. Et donc, ça pourrait, par exemple, voilà, inspirer des équipes à pouvoir mettre de telles démarches sur pied. Alors, je partage. Quand les femmes osent enfin pousser la porte de C'est ma vie, la première femme qu'elles voient, en fait, c'est moi. J'ai eu la chance d'avoir travaillé en Afrique, dans beaucoup de pays concernés par l'excision, et donc mon but, c'est vraiment de les rassurer. Il y a beaucoup de femmes qui sont très inquiètes, qui tremblent quand elles viennent, parce que c'est la première fois pour certaines qu'elles viennent ici. Et moi, je suis un peu le sas de décompression. Je les écoute beaucoup, donc il y a d'abord l'écoute, en fait, l'écoute active, sans juger, je pense, la première chose à faire. Chaque femme est unique, donc chaque parcours est aussi unique et individualisé. On ne fait pas de copier-coller à C'est ma vie. J'ai des planches avec des dessins, j'ai des vulves en silicone, des clitoris aussi. Et donc c'est la première étape où elles apprennent aussi à connaître leur corps et à poser toutes leurs questions. Le maître mot, c'est la confiance et je dirais aussi le consentement, puisque beaucoup de femmes ont vécu aussi des rapports sexuels non consentis et donc tout acte qu'on va poser sur le corps des femmes sera fait avec leur consentement. Comme on sait qu'on a affaire à un public très fragilisé, on va encore plus prendre le soin de la douceur, de l'écoute, pour qu'elles puissent se sentir à l'aise, s'exprimer librement et poser toutes les questions qu'elles ont envie de poser. Ce sont des femmes qui ont un caractère et un courage tout à fait particulier. Et donc je pense que moi-même, ainsi que tous les membres de notre petite équipe, on reçoit énormément de ces patientes. Elles nous transmettent une partie de leur force, elles nous transmettent une partie de leur courage. Ces femmes sont formidables, elles ont un parcours unique, elles ont eu un courage de dingue, mais elles s'en rendent pas forcément compte. Et c'est vraiment important qu'on puisse discuter avec elles et montrer à quel point elles ont des capacités et qui vont leur servir aujourd'hui, ici et plus tard aussi. Quelque part, l'excision ne permet pas de pouvoir bien connaître son corps, c'est dans l'interdit. Donc ici, on va aller s'amuser, finalement pouvoir développer leur plaisir dans leur intimité quand elles le souhaitent, mais aussi de pouvoir enlever de la douleur qui est souvent quand même présente dans la sexualité des femmes qui ont subi l'excision. Elles apprennent à se définir comme femmes et non pas comme excisées. Et ça, c'est la grande différence. Donc voilà pour ce premier élément introductif que je souhaitais partager avec vous avant qu'on commence justement, voilà, les échanges. J'arrête le partage de mon écran et donc voilà, je vais commencer justement voilà les échanges comme je disais avec Sandrine et donc en préparant voilà cet atelier, on se disait que c'était intéressant de pouvoir partager voilà l'importance voilà justement comme on a montré hein, dans la vidéo de cette approche multidisciplinaire dans l'accompagnement des femmes concernées par les mutilations génitales féminines, mais aussi aller explorer finalement ce rôle crucial qu'a l'accompagnement sexologique justement pour favoriser cette réappropriation du corps et le développement du plaisir sexuel, bien entendu avec un regard sur l'accompagnement psychologique justement dans le renforcement voilà, de l'estime de soi, du sentiment de sécurité. Alors Sandrine, ma première
Ma première question, justement, est pour toi et je reviens un petit peu sur la vidéo qu'on vient de voir. Euh, Justement, comment est-ce que l'approche multidisciplinaire peut-elle être améliorée? Comment est-ce que l'approche disciplinaire, pardon, peut-elle améliorer la qualité de l'accompagnement psychosexologique? Alors, bonjour à tous. Écoute, pour répondre à ta question, Marianne, c'est que l'idée, c'est qu'aucun être humain n'est un tiroir. Et donc, je pense que quand on veut être une équipe de soins par rapport à une personne, à un humain, par rapport à ce qu'elle a pu avoir comme parcours, comme histoire, eh bien, c'est de ne jamais l'avoir en tiroir. C'est impossible de transformer la personne. Ok, la sexualité, c'est dans un domaine, la psychologie, c'est dans un domaine, le physique, c'est là, le mental, c'est là, tout est forcément mêlé. Donc moi, je dirais plutôt, comment est-ce possible de pouvoir prendre en charge les soins ou le bien-être de quelqu'un si on est une personne? Ben, moi j'ai carrément, enfin, je ne Ouais, conçois même plus le fait qu'on ne puisse pas être dans une équipe multidisciplinaire, d'autant plus que les femmes qu'on peut voir ont été volontairement fragmentées quelque part. Donc l'idée, c'est d'être à plusieurs. Et on pousse même le bouchon, on a poussé le bouchon depuis à peu près un an, où moi et la psychologue, en fait, on voit les patientes pour la toute première fois en co-intervention. C'est-à-dire que on propose de les voir ensemble. J'étais quand même très... notre psychologue, Françoise Leroux, qui a amené cette idée, elle avait déjà eu ça dans ses expériences précédentes par rapport à son passé professionnel dans les demandes d'asile. Et moi, j'avais un petit peu peur en me disant, mais ça fait quand même deux professionnels face à une personne. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose où il y a déjà rien que le nombre peut être trop imposant? Et donc, on a réfléchi au fait, bah, d'abord, on n'est jamais en uniforme et en blanc, ça n'existe pas, on est toujours en civil. Et on s'est organisé à recevoir la personne dans un petit salon, autour d'une table, où il n'y a pas de, où tout le monde est autour de la table, donc on est au même niveau. Et surtout, c'était important pour nous d'expliquer à la personne pourquoi on a décidé de faire cette démarche-là. Ben, c'est en même temps aussi pour qu'elles ne doivent pas à nouveau se répéter, parce que c'est vrai que c'est d'un point de vue sexo, d'un point de vue psycho, ben, il y avait certaines questions dans leur histoire de vie qui vont revenir. mhm. Comme ces femmes ont déjà dû expliquer un nombre de fois incalculable en fonction de leur parcours, leur histoire, on s'était dit, ben, si au moins on peut déjà éviter une fois en plus, c'est toujours ça. Mais c'est aussi expliquer que on a chacune des questions spécifiques avec notre casquette, moi en tant que sexo, elle en tant que psycho, mais finalement entendre les réponses des femmes à une question plus psycho ou à une question plus sexo, ça a un intérêt, ça peut être un intérêt, je veux dire, de réflexion ou même thérapeutique à pouvoir chacune reprendre dans sa thérapeutique personnelle. Donc moi, j'apprends des choses grâce aux questions de la psycho et des réponses des patientes. J'apprends des choses et que je peux réapproprier dans ma thérapeutique sexo, alors que j'aurais peut-être pas eu l'idée de poser ces questions-là au départ. Donc du coup, ça enrichit encore le matériel avec lequel on va pouvoir aider la personne. Et, euh, et finalement, on est trois, hein. En fait, c'est pas deux qui posent des questions. On est vraiment dans un échange où la place de la patiente est complètement participative dans cette dynamique à trois. Comme je dis, et je le dis d'ailleurs aux patientes, bah, il manque pas, il manque que le thé, le café, les petits biscuits, parce que finalement, ça se transforme en un moment d'échange entre nana, puisque c'est notre réalité pour le moment, pour pouvoir accueillir la patiente et ouvrir cette réflexion multidisciplinaire, pas uniquement en multipliant les intervenants leur casquette, mais aussi de faire des rencontres groupées ensemble, ce qui enrichit finalement notre prise en charge par la suite thérapeutique. Merci beaucoup, hein. Merci Sandrine de nous avoir justement voilà partagé voilà cette approche que vous avez développée. Ce que je trouve aussi intéressant, ben, c'est vraiment la dynamique dans laquelle vous êtes et de voir que voilà c'est vraiment pas quelque chose de statique et que voilà au fil des années voilà vous re-questionnez justement cet accompagnement dans le but justement de renforcer comme je le disais en introduction. Et ce que je trouve aussi intéressant ben, dans cette
dans ce que tu viens de dire, dans cette co-intervention, justement, c'est ce regard croisé entre psy et sexo, voilà, sur le suivi, mais c'est aussi, voilà, la posture, voilà, tu as parlé de, on est assis ensemble dans un salon, tu as parlé, voilà, la posture, le cadre, on n'a pas de blouse, donc ça, je trouvais ça aussi, voilà, super intéressant, et je trouvais aussi que la dynamique était très intéressante d'avoir cette réflexion-là en équipe. Je passe maintenant la parole à Foss. Foss, je voudrais te demander, toi qui as suivi cet accompagnement multidisciplinaire, psychosexologique, est-ce que ça a été pertinent pour toi? Oui, je pense que tout le monde m'entend. Bonjour à tout le monde. Oui. Alors, moi, étant bénéficiaire de cette suivi sexuel et suivi psychologique, a été très pertinent pour moi parce que je suis venue dans cette équipe-là, d'une grande valise que j'avais beaucoup de problèmes et beaucoup de douleurs dedans. Et j'arrive à trouver cette équipe-là à partager mon vécu mon problème, comment dire, mes angoisses et tout. Et j'arrive là, donc, je vais dire, sans suivi psychologie, en fait, c'est deux suivis qui se complémentent. C'est deux suivis qui va ensemble. Parce qu'on ne peut pas dire, oui, je viens juste pour le suivi sexologie et après je vais mieux. Non, il faut d'abord diminuer le poids qu'on a sur nous, en tout cas que j'avais sur moi, pour pouvoir avancer aussi avec les suivis sexologiques. Voilà. Merci Fausse, merci d'avoir partagé justement cette perspective de ce que ça t'a amené. Et donc, ça me permet de repasser à Sandrine. Voilà, on parle justement dans cet atelier de l'accompagnement sexologique. Voilà, pour se réapproprier son corps, voilà, quand on est une femme qui a subi l'excision. Est-ce que, moi, ma question, ce serait enfin, pour moi, c'est la question de la réappropriation du corps. Voilà, pour moi, elle est beaucoup plus. Enfin, je veux dire, est-ce que pour se réapproprier son corps, tout commence par la sexologie? J'ai envie de demander. Peut-être juste pour compléter un tout petit peu par rapport à cette première question et je vais venir très rapidement par rapport à cette réappropriation, c'est que c'est aussi important quand je disais que la patiente avait sa place dans cette circulation à trois, c'est que si on veut expliquer quel est notre type d'approche aussi à la patiente, qui on est évidemment, donc c'est se présenter, présenter notre travail et c'est à la fin aussi de lui dire, voilà, qu'est-ce que vous en pensez, vers quoi vous avez envie d'aller? Mm. En disant on peut aller chez l'une, on peut aller chez l'autre, on peut aller chez les deux. Alors à ce moment-là, en parallèle, hein, on ne fait pas des co-thérapeutiques, mais quelque part, c'est aussi de présenter. Donc elle a le choix aussi, et en disant, ben, nous, on pense aussi parfois que ce serait bien ci ou ça, mais c'est toujours elle qui décide à la fin. Alors, à ta question par rapport, est-ce que ça commence avec cette réappropriation du corps, avec Oui. le côté sexo? Ben non, on l'a déjà bien vu dans le film. Fabienne, qui est la toute première personne que les femmes voient au niveau d'équipe, ben, elle est déjà super bien équipée, hein. On a vu à quel point elle avait les planches, parce que beaucoup de femmes arrivent, elles ne savent même pas quel type d'excision elles ont eu. Donc, c'est vrai que là, on est dans une approche qui est aussi théorique, si je puis dire, en montrant les schémas. Hein, ben, après avoir examiné, voilà, vous êtes plus dans ce type-là et on montre les schémas comme elle disait, elle a des vulves en silicone, elle montre un clitoris, ben, quelle est la partie qui a été ôtée ou pas. Mais il y a aussi cette réappropriation du corps qui est extrêmement important de pouvoir se réapproprier son corps, non pas uniquement en théorie, mais aussi par rapport à soi. Mm. Et Fabienne propose, si elle sent que la femme serait à l'aise, elle propose, si elle a envie de montrer sa vulve, donc de lui expliquer le type d'excision qu'elle a sur son corps, ce qui n'est pas la même chose que sur une feuille anatomique. Elle propose, si elle a envie, qu'elle lui montre avec un miroir. C'est toujours proposé, ce n'est jamais imposé. D'accord? Comme ça, ce n'est pas des vulves dessinées
où finalement, et c'est aussi cette croyance parfois que toutes les vulves sont les mêmes, celles qui ne sont pas excisées, celles qui sont du type 1, celles qui sont du type 2, celles qui sont du type 3, 4. Non, il y a une grande variabilité de type d'excision, mais dans le fait des vulves. Et là, elle va voir la sienne, ce qui est déjà vraiment une première étape de s'approprier finalement sa propre vulve, ce qui est Justement, extraordinaire. Justement, Sandrine, je réagis par rapport à ça. Tu as parlé un petit peu de voilà la première personne que les femmes rencontrent quand elles voient C'est ma vie, comme on a vu dans la vidéo, c'est Hein. Fabienne Fabienne Richard qui est sage-femme. Et moi, je voulais justement questionner concrètement toi aussi quels sont les types, les outils, les pratiques voilà que toi tu utilises justement dans ta clinique avec les femmes pour qu'elles se réapproprient ce corps. Alors, je crois que ça, c'est moi aussi, je suis sage-femme de formation de base. Et donc, comme on a vu avec Fabienne, on est très touche-touche. On n'a pas peur de toucher et aussi d'inviter les femmes à se toucher. Parce que j'estime que le miroir est vraiment un excellent exercice, si c'est OK. Mais pour moi, ce schéma corporel, cette réappropriation de son sexe, c'est aussi de pouvoir l'intégrer dans son schéma corporel, de soi avec soi. Et donc, je leur propose toujours à un moment donné, de partir à la découverte en fonction de où elle est, quand je sens qu'elle est capable. Mais les femmes qui viennent veulent que ça bouge. Je viens chez vous parce que je veux que ça bouge. Je suis trop en souffrance vis-à-vis de cette intimité. Donc, je dirais que ce que je propose, parfois, ça peut étonner, ça peut surprendre, mais j'ai rarement des blocages complets. Et donc, je propose de partir à la découverte, non pas dans quelque chose de sexuel ou excitatoire, mais simplement, votre vulve, c'est la vôtre, elle vous appartient, apprenez à la connaître. Et donc, je propose, moi, qu'elles aillent à la découverte de cette vulve avec leurs doigts et leurs mains, parce qu'au-delà du visuel vis-à-vis d'un miroir, qui est toujours un tiers, le miroir, c'est OK de pouvoir intégrer cette vulve dans son schéma corporel avec sa propre visibilité du bout des doigts. Qu'est-ce que mes doigts, au niveau sensitif, vont pouvoir aller dire? Donc, quelque part, puisqu'on ne voit pas notre vulve facilement, eh bien, donc c'est comme si on fermait les yeux et qu'on allait à la découverte. Tiens, c'est quoi les reliefs? Tiens, est-ce que c'est chaud? Tiens, est-ce que c'est froid? Est-ce que c'est doux? Est-ce que c'est humide? C'est vraiment d'aller partir à cette découverte, comment on va faire une carte au trésor dans l'amusement pour que finalement elles se rendent compte que ces doigts peuvent déjà donner beaucoup d'indications sur leur propre vulve et intégrer au niveau du schéma corporel. Et puis l'autre chose, notamment aussi que j'utilise, ce sont les dessins. Et là, si tu veux, Marianne, me montrer le dessin de la vulve où j'utilise. Et donc, au départ, c'était une feuille blanche. Et puis, j'ai quand même dessiné quelques contours parce que je suis vraiment nulle en dessin. Et d'ailleurs, ça, je le dis aux patientes. Donc, c'est celui en dessous, voilà. Donc, vous voyez ici, j'ai voulu prendre une feuille blanche pour qu'il n'y ait pas une question non plus de couleur de peau. Pour on ne commence pas à faire, OK, je prends quoi? Une couleur de peau qui est plutôt foncée. Donc, ça veut dire que dès qu'on parle d'excision, ça doit être une peau foncée. Je ne vais pas prendre non plus un schéma corporel, enfin un schéma vulvaire comme on retrouve dans tous les livres d'anatomie qui sont toujours rose bonbon. Il y a quelque chose qui me dérange très fortement, donc je me dis on va le faire sur une feuille blanche parce que là, il n'y a pas ce jeu d'a priori par rapport à des couleurs de peau. Et donc, je leur mets ça et donc je leur demande, ben, vous voyez où on est? Alors, souvent, il y a un peu de rire ou d'un petit peu de gêne. Et donc, je dis, ben, vous voyez, hein, parce que souvent, les poils, là, vous voyez, j'ai mis beaucoup de poils. Et quand même, la grande majorité des femmes qui ont subi l'excision, ben, au niveau de culturel, elles sont souvent complètement rasées. Bon, maintenant, le côté culturel dépasse toutes les cultures. Hein. En Occident, on est dans le zéro poil également. Mais donc, moi, je m'amuse à dessiner et à la limite, je dis, ah, ben, voyez, moi, je mets beaucoup de poils, j'aime bien les poils parce que les poils, quelque part, il y a aussi une forme de maintien de bonne santé vulvaire. Enfin, je reviendrai après s'il faut. Et donc, je dessine. Je dis, voilà, écoutez, pour que moi, je me rende compte aussi, vous voyez, moi, je ne vais pas vous regarder, je ne vais pas voir votre partie intime. Et moi, ce que je voudrais savoir, c'est qu'est-ce qu'elles connaissent déjà après être passées chez Fabienne. Est-ce qu'elles ont déjà intégré, est-ce qu'elles ont appris chez Fabienne ou pas? Est-ce que vous voulez me dessiner l'endroit par où on fait pipi? Tiens, au niveau de l'excision, est-ce que vous savez ce qu'il y a? Est-ce qu'il y a une bosse? Est-ce qu'il y a une cicatrice? Est-ce que c'est lisse? Est-ce qu'il y a un rebond? Et m'indiquer aussi où se trouve votre vagin. Et comme ça, c'est moi qui vais pouvoir, en fonction de ce qu'elle dessine, m'adapter à où elle est
où elle est dans son schéma corporel, a ses propres connaissances d'elle-même pour pouvoir travailler avec elle, et je ne pars pas d'un schéma tout fait. C'est important de partir de où se trouve la personne en face de vous et pas d'imposer un schéma. Et donc, ce qui est étonnant parfois, c'est de voir, ben, il y a parfois un désordre au niveau de où se trouve quoi. Et très honnêtement, comme je leur dis toujours, c'est pas du tout lié aux femmes qui ont subi l'excision. Hein, j'ai encore donné un cours il y a 15 jours. C'était des personnes européennes qui avaient fait des cours en Europe. Il y avait quand même des erreurs de où se trouvait quoi. Hein. Donc, c'est quand même aussi montrer à quel point nos sociétés, quelles qu'elles soient, ne permettent pas aux femmes de s'approprier leur propre corps, puisque quand ce sont des femmes adultes, elles savent toujours pas où se trouve le meilleur urinaire par rapport au vagin. Voilà, quelle que soit l'histoire de chacune, et de se dire, tiens, au niveau de l'endroit de l'excision, est-ce qu'elle sait ce qu'il y a, est-ce qu'elle ose toucher? De nouveau, pas uniquement par rapport à l'excitation, juste de connaissance de ce qu'il y a entre ses propres jambes. Donc ça fait partie des outils que j'utilise. Et après, on va dessiner ensemble s'il y a des petites corrections à devoir faire au niveau anatomique, que le meilleur urinaire se trouve entre la cicatrice de l'excision et le vagin. Je veux dire, ça, c'est pour la réalité de toutes les femmes. Mais aussi de se dire comment est-ce que je peux savoir où, comment est-ce que je veux dire, quel est le niveau d'excision, comment est sa vulve, et je peux dessiner le clitoris interne pour que quelque part, de sa propre vulve qu'on construit et qu'elle construit sous ses yeux, on intègre ce clitoris interne dans sa réalité. Où ce n'est pas un objet tiers qu'on sort et qu'on montre et qui a toute son importance parce que je l'utilise aussi, mais c'est aussi, voilà, là c'est votre vulve et là, automatiquement, d'office, il y a tout ce clitoris interne qui est là. Et en fonction de ce qu'elle me dit, s'il y a un rebond, etc., je vais expliquer aussi que quand elle est excitée, à quel point il grossit. Et donc, je vais faire des petits traits de ce clitoris qui grossit, de montrer à quel point. Alors après, tout d'un coup, elle me dit, ah, mais c'est ça que je sens une petite bosse plus importante si je me sens excitée. Ben oui, votre clitoris interne, il gonfle. Donc, c'est évidemment, vous n'êtes pas sotte, c'est la réalité que l'endroit de la cicatrice, si vous touchez là quand vous êtes très excité, vous sentez une petite boule. Vous n'êtes pas sotte. Donc, c'est vraiment aussi de pouvoir, c'est une étape, un exercice, un outil que moi j'ai créé comme ça pour pouvoir dire, ça doit se construire sous ses yeux, son schéma corporel vulvaire et rien imposer parce que de toute façon, tous ces schémas vulves qu'on peut retrouver dans tous les livres de la Terre, je crois qu'il n'y a jamais aucune vulve réelle qui correspond puisque c'est finalement des belles vulves souvent très formatées. Donc, c'est important d'utiliser ce genre d'outils-là, notamment. Voilà, un exemple. Deux. Merci beaucoup, hein. Merci Sandrine d'avoir partagé justement cet outil, mais aussi de partager aussi ta méthodologie hein, qui retrace aussi, ça refait le lien hein, avec la vidéo introductive de cet accompagnement qui est vraiment axé sur l'individu et donc jusque dans le schéma corporel vulvaire. Et donc voilà, je trouve ça super intéressant pour justement commencer à ouvrir, commencer ce travail-là, comme tu disais, pas forcément dans l'excitation, mais dans la connaissance du corps. Et bien sûr, je te rejoins évidemment sur le fait que la connaissance anatomique du corps des femmes, voilà, c'est pas, voilà, je veux dire de manière global, voilà, très peu, on l'a vu hein, depuis le début de ces ateliers sexo, et l'appareil génital féminine a toujours voilà, baigné dans cette méconnaissance-là du fait de de nos différentes sociétés, peu importe voilà dans quel coin du monde on se trouve, et que c'est un réel challenge voilà sur lequel les acteurs et actrices travaillent énormément actuellement pour pouvoir justement faire prendre connaissance hein, réapprendre finalement aux femmes et aux filles à connaître leurs appareils, leur appareil pardon, génital. Et donc voilà, je te rejoins justement par rapport à cette réflexion. Alors, je repars vers toi, Foss. Et donc, voilà, Sandrine nous a un petit peu brossé voilà, sa méthodologie dans l'accompagnement sexologique. Euh, et donc, moi, je voulais te retourner la question fausse. Est-ce que, voilà, en analysant ton parcours, en analysant tout le travail que tu as fait, en quoi est-ce que justement cet accompagnement sexologique
enfin, en quoi, si oui, est-ce que cet accompagnement sexologique t'a aidé à te réapproprier ton corps? Si oui, comment? Oui. Donc, alors, arrivons à la porte de C'est ma vie avec tout le groupe que je voyais à ce moment-là, c'était, je viens pour qu'on m'explique comment on peut m'aider à pouvoir connaître mon corps. Un petit, entre guillemets, vagin qui était infibulé et qui est désinfibulé, que je connais rien du tout. Je connaissais même pas le mien urinaire, qu'est-ce qu'elle servait. Je me disais, j'ai un trou en plus, mais je vais faire quoi? Donc, à quoi ça sert? Parce que je n'ai jamais connu, je n'ai jamais vu avant la désinfibulation. J'arrive chez Sandrine et là, je demande, j'ai envie de me connaître, j'ai un nouveau corps, mais j'ai envie de me réapproprier, mieux connaître mon corps et m'aider à vraiment me donner des idées, des outils pour pouvoir vraiment devenir amie avec ce nouveau corps, parce que c'est vraiment un grand changement. Tu viens dans un endroit aussi qu'il n'y a pas de tabou, qu'il n'y a pas de jugement, que tu peux déposer tout ce que tu as envie de déposer. Parce que moi, j'étais plus curieuse de savoir le travail du sexologue. Est-ce que si elle me donne tous ces outils-là, est-ce que je pourrais avoir des plaisirs? Donc, il y a plein de idées qui passent dans le cerveau. Et à un moment donné, voilà, donc on fouille à mesure avec le temps et on arrive à tout doucement à connaître ce corps-là, ce nouveau corps, à dire oui, cette corps-là fait partie de moi, il est à moi, bah, je vais faire mieux pour mieux l'accueillir, on va dire ça. Voilà, je veux un petit peu creuser sur ce que tu viens de dire. Tu parlais de ce nouveau corps par rapport à, est-ce qu'il y a eu quelque chose de particulier pour que tu souhaites réapprendre à être ami, comme tu viens de dire, avec ce nouveau corps pour nous situer un peu plus. Oui. Alors, ce corps-là, moi j'étais petite, donc j'étais infibulée. Donc, bah, j'ai grandi avec cette affibulation-là. Donc, j'arrive en Belgique, donc je vois qu'il y a que l'excision est vraiment, c'est une violence faite aux femmes. Donc, j'engage à me désinfibuler, faire mon mieux pour me sentir, parce que j'étais pas vraiment pas bien au niveau gynécologie et tout. J'arrive ici déjà mieux intégrer dans ma tête, quand on parle de suivi psychologique, mieux intégrer, dire, voilà, aujourd'hui c'est mon corps, je vais me désinfibuler, j'ai envie de vivre une vie normale, uriner comme une femme normale et entendre aussi le bruit de mon urine je n'ai jamais entendu. Donc là, c'est vraiment un nouveau corps qui tu sais pas. C'est un corps qui appartenait aussi à d'autres personnes, à la famille qui ici m'appartient. Mais cet corps-là, je ne le connais pas. Et donc, c'est à travers les suivis sexo et suivis psychologie, là, je me réapprends à me connaître et dire, là, c'est moi, en fait. Cet corps-là, il est à moi, mais je ne sais pas comment il fonctionne. Et donc, je demande de l'aide avec le professionnel que j'ai en face. Merci beaucoup, Fausse. Merci justement. Merci d'avoir justement partagé, voilà tout ce cheminement qui, voilà, il y avait avant ce nouveau corps et comment est-ce que on devient ami avec ce corps. Fausse, je vais rester avec toi. Tout à l'heure, Sandrine parlait, voilà, de connaissance du corps, de se réapproprier, voilà, par le toucher sensible, par les doigts, pas dans un but d'excitation, mais de connaissance de son corps. Et tu nous as un petit peu aussi parlé de comment Sandrine t'a accompagnée. Est-ce que toi, tu redeviennes amie avec ce corps-là, avec ton corps à toi, hein, et donc pas le corps, voilà, comme tu l'as dit, de la famille, entre guillemets. Et donc, je voulais justement voir avec toi comment justement l'accompagnement sexologique a contribué au développement du plaisir sexuel, voilà, tout en réduisant s'il y a eu, hein, réduisant les douleurs fréquemment associées aux relations sexuelles. Mhm.
Alors, moi, je suis fort curieuse. Donc, je pose beaucoup de questions à Sandrine. Parce qu'en face d'elle, je me sens pas, je vais dire, il n'y a pas de tabou. Oui, Je pose les questions. À chaque fois, elle me dit, il n'y a pas de bête question. Tu poses ce que tu peux poser. Et voilà, si je peux t'aider à te guider, je te guide. Donc, et moi, je voulais, et je veux jusqu'à maintenant, hein, je ne me suis pas arrêtée là. Hein. Donc, moi, je vais avancer hein, jusqu'à la fin de connaître chaque endroit de mon corps parce que je n'étais pas éduquée avec ça. Et j'arrive dans un pays que je suis libre de parler et de dire ce que j'ai envie de savoir, en fait, de dire, demander. Et ici, je me sens à l'aise avec Sandrine. Et elle m'outille tout le temps. Donc, elle me dit, voilà, il y a ça et ça. Et je dis, moi, j'ai envie de savoir tout. Moi, j'ai envie de me toucher. J'ai envie de me connaître et d'aller à l'avant. Et aussi pouvoir aider les prochaines femmes, parce que puisque je travaille au Games, aussi fait partie de mon rôle de aussi une modèle de leur dire, écoutez, moi, je suis passée par là, je me sens mieux peut-être essayer, ça peut aussi vous aider à vraiment 2, 3 séances de sexologie. On est vraiment bien. Donc, au niveau de douleur, comme tu m'avais aussi posé la question, une fois qu'on est désinfibulé, en tout cas dans mon cas, j'ai eu moins de douleur parce qu'il n'y a plus de désinfection, voilà. Donc là, en cette partie-là, il y avait un peu de diminution de douleur. Et aussi, ce qui est au niveau rapport sexuel et tout. Donc, ça dépend aussi avec la personne que tu as à côté. Donc, s'il y a beaucoup plus de communication, je pense, le douleur va un peu diminuer. Voilà. Donc, et ce que Sandrine m'a appris, c'est la communication avant tout et de lui demander, dire, moi, j'ai besoin de ça. Et là, je sens moins mal. Là, je sens un peu plus de mal. Que le partenaire aussi soit plus à l'écoute à sa femme. Donc, je pense que c'est les deux côtés. Donc, il n'y a pas seulement une personne qui va avoir le plaisir, mais les deux personnes. Mais si on écoute avec la personne avec qui on est. merci Fausse, je trouve ça super intéressant, voilà, tout ce travail personnel. Et ce que je trouve aussi intéressant dans ce que tu partages, bah, c'est de montrer justement cette posture de femme actrice de sa sexualité, mais qui remet aussi, qui fait aussi lien avec le précédent atelier qu'on a réalisé le 24 octobre dernier, voilà, sur la place des partenaires justement dans le couple. Et la communication justement était un élément très essentiel justement lors de cet atelier. Merci beaucoup, Fausse. Et donc, je repasse à toi, Sandrine. Euh, voilà, après ce que Fausse vient de dire, voilà, au niveau, voilà, je dirais, ce que j'ai envie de te demander, quelles sont les explorations des différentes pratiques? Comment est-ce que tu explores les différentes pratiques pour développer le plaisir sexuel et atténuer, pardon, les douleurs des femmes que tu accompagnes à C'est ma vie? Alors, si tu es d'accord, je vais le faire en deux. Je vais le faire le côté un peu d'abord peut-être plaisir, parce qu'il y a souvent une fausse croyance comme quoi ce plaisir sexuel doit venir de la pénétration. Oui, Et ça, très honnêtement, voilà, c'est de nouveau quelque chose qui est planétaire. Mais donc, je ne fonctionne pas bien parce qu'on m'a coupé le clitoris qui est en externe, mais en même temps, on attend le plaisir sexuel au niveau vaginal. Et donc, l'idée, c'est de déjà décentraliser cette sexualité, décentraliser le plaisir sexuel féminin de cet espace génital. Donc, autant je vais prendre du temps pour que cet espace soit réapproprié dans la physique, dans le physique des femmes et dans leur schéma corporel. Mais dans la réalité de la dynamique sexuelle féminine, ben, ce n'est pas au niveau du génital que se passe le maximum. C'est déjà de se dire, mais comment est-ce qu'on peut ben, devenir ami, comme disait Foss, avec ce corps, mais finalement dans ce corps dans son entièreté. Et que la réalité du fonctionnement féminin pour toutes les femmes, c'est qu'il y a une montée excitatoire qui demande du temps. Et probablement, pour certaines femmes excisées, peut-être un peu plus, puisqu'il y a une zone excitatoire de ce clitoris externe qui n'est pas plus là ou plus là en partie. Donc, il y a quelque chose où ce temps excitatoire est vraiment nécessaire et qui est encore peut-être parfois plus difficile à rencontrer pour les femmes issues des pratiques de l'excision, parce que comme disait Foss, ce corps ne leur appartient pas. Ton corps, ton sexe ne t'appartient pas.
c'est juste un objet qui sert aux autres. Donc, comment est-ce qu'on peut finalement s'approprier ce corps où on a été éduqué à ce qui n'appartient pas? Et donc, moi, je vais développer petit à petit à, euh, à déjà apprendre à écouter et essayer de développer une écoute positive de son corps. Comment est-ce qu'on fait ça? Ben donc, je fais un exercice avec un peu de crème hydratante, donc pendant ma consulte, et à nouveau, ben, ce côté sage-femme qui n'a pas peur non plus de toucher l'autre, où je demande à la femme en face de moi, tiens, est-ce que vous êtes d'accord que je puisse prendre votre main et que je puisse la toucher? Je dirais que très honnêtement, je n'ai pas encore eu une patiente qui m'a dit non. Donc, je dis, et je peux un petit peu avoir l'avant-bras. Et donc, on va juste dégager un tout petit peu le pull s'il y en a un. Et je demande si elles sont d'accord de fermer les yeux. Parce que je pense qu'en effet, si on peut à un moment donné apprendre à écouter ce que dit son corps, si on enlève un des sens qui est la vue, on va être plus dans l'écoute des autres sens. Et donc, je vais commencer à m'amuser à toucher leurs mains de manière différente, dans des espaces différents, les espaces interdigitaux, et vous pouvez même tous le faire. On a une sensation différente si on va toucher dans les espaces interdigitaux que si on fait les doigts. Si on va toucher au niveau des ongles, on va avoir un retour sensitif différent. Si on va toucher au niveau du poignet, cette face qui est postérieure, c'est beaucoup plus sensible qu'ici. Et donc, moi, je vais m'amuser à faire plein de petits mouvements différents, des types de toucher différents, hein, au niveau de la main et au niveau de l'avant-bras. Et après, donc, je ne dis rien pendant cet exercice. Et puis, quand j'ai fini, je dis, ben, OK, voilà, vous allez pouvoir tout doucement ouvrir les yeux. Qu'est-ce que vous avez ressenti? Est-ce que vous pouvez mettre des mots? Est-ce que vous avez senti des sensations différentes? Est-ce que vous pouvez y mettre des mots? Est-ce qu'il y en a que vous avez apprécié? Est-ce qu'il y en a que vous n'avez pas apprécié? Est-ce qu'il y en a que vous avez envie de le faire plus longtemps, moins longtemps? Juste pour déjà qu'elle puisse apprendre à c'est quoi écouter ce que me renvoie comme sensation mon corps. Et je vais presque à certains moments même faire des petits mouvements de pincement pour aussi, mais ça, il peut y avoir des choses qu'on n'aime pas et c'est apprendre à le dire. Et de cet exercice que je fais là, je leur propose de refaire ça toute seule, elle avec elle, sur l'ensemble de leur corps. Et là, Marianne, si tu es d'accord, tu peux me remettre l'autre schéma. Et donc, je vais leur donner aussi, comme entre guillemets, travail à la maison, c'est que de cet exercice-là, de refaire sous leur douche ou quand elles mettent leur crème hydratante, de le faire sur l'ensemble des parties de leur corps. Et de nouveau, je ne vise pas spécialement le génital parce que ça peut être la difficulté de ne pas être trop dans une confrontation où c'est du sexe, du sexe, du sexe. Là, on est juste, mon corps redevient mon ami. Et donc, voilà, ici, je leur propose, donc j'ai mis un peu toutes les faces, et je dis, bah, écoutez, si vous êtes d'accord, pour la prochaine fois, vous allez sous la douche faire le même type d'exercice ou en mettant la crème hydratante, et vous allez mettre des petits points de couleur aux endroits que vous préférez le plus. Vous mettez ceux-là en rose, vous mettez les couleurs que vous voulez, le bleu, ceux que vous aimez moins, enfin, peu importe. Et c'est à nouveau apprendre à se réapproprier son corps et apprendre à écouter ce que dit le corps. Donc ça, c'est extrêmement important pour qu'elle puisse utiliser cet exercice-là. Et puis, dans un second temps, je peux le mettre même dans un processus de couple, c'est-à-dire de partager ce travail qu'elle aura fait et ces petites signalétiques qu'elle aura fait sur son corps avec son partenaire. Et j'ai également des dessins où il y a une partie où il y a l'homme, hein, et de voir bah, si lui aussi pourrait faire cet exercice-là vis-à-vis de lui. Et c'est comme ça qu'on apprend aussi à communiquer sous forme de jeu, en fait. L'idée, c'est que ce soit vraiment quelque chose de fortement didactique. Comment est-ce qu'on peut jouer en apprenant à, euh, à se réapproprier son corps? Par contre, par rapport à la douleur, bah, il y a une chose, c'est que ce travail-là va aussi expliquer à quel point c'est important de partir de sensations agréables, de sensations positives, que si le partenaire, c'est quelqu'un de confiance et de respectueux, est-ce que la relation en dehors de la sexualité, elle est sensuelle, érotique? Est-ce qu'on peut le mettre dans les types de toucher? Hein, donc de développer ça, de ressentir la montée d'excitation qu'elle peut avoir et que c'est essentiel avant d'avoir quelque chose, quelque chose, que ce soit pénétratif ou que ce soit stimulation génitale. Il y a un niveau d'excitation qui est intéressant à avoir avant d'aller au génital et pas avoir une sexualité qui va directement dans le pénétratif. Et que ça, c'est incontournable dans la physiologie féminine de toutes les femmes pour avoir une lubrification suffisante pour que cette pénétration soit la plus confortable possible. C'est important d'expliquer aussi le pourquoi de ce qu'on propose pour que c'est un sens. Ensuite,
il y a une réalité, c'est que dans le côté douloureux, donc si je prends le schéma douloureux, ben, quand on a une sexualité qui était fort douloureuse, on a souvent au niveau cérébral des réflexes qui fait qu'on a de l'anticipation anxieuse de ces douleurs. J'ai peur d'avoir mal. Donc le fait déjà de j'ai mal, mais j'ai peur d'avoir mal en plus, on se crispe, qui est tout à fait un réflexe humain pour tout le monde. Mais si on se crispe au niveau du génital, on va en fait contracter le périnée. Et donc, il va y avoir une partie du travail, moi, où je vais essayer qu'elle s'approprie et qu'elle devienne chef, comme je dis, de son périnée. Mais parfois, il faut pouvoir aller travailler avec d'autres, comme je vais référer régulièrement avec une kiné spécialisée en périnéologie pour aider les femmes, justement, à travailler, à assouplir ce périnée qui a tellement été sujet à endurer des douleurs que finalement, il se contracte tout le temps au niveau des relations sexuelles, voire même en dehors, il devient complètement figé. Et puis, il y a aussi la réalité de tout ce qui est dans le milieu de la mémoire traumatique. Et là, c'est vraiment l'utilité d'avoir ce main dans la main avec un psycho qui s'est spécialisé dans le traitement de la mémoire traumatique. Parce que ça, c'est aussi des contractions qui peuvent être du périnée, pas en lien avec le côté douloureux, mais au côté de la mémoire traumatique. Donc, on voit qu'en fonction de l'histoire de chacune, je vais m'adapter à même orienter en dehors de ma sphère. Et que notre co-intervention avec la psy, parfois on se rend, que ce soit la psy ou moi, on se dit, au niveau psy, je pense que OK, mais que quand je fais un travail sexuel, je me dis non, non, non. Là, il y a quand même quelque chose lié à la mémoire trauma et je l'explique à la personne. Je dis, écoutez, vous n'aviez pas décidé dans un premier temps d'aller chez la psycho. Néanmoins, dans ce que je vois dans le travail sexo, je pense que là, il y aurait un intérêt et j'explique le pourquoi. Parce qu'il y a une mémoire trauma et que quand il y a une mémoire trauma, c'est ça qui se passe, blablabla. Bla, bla, bla. Kiné, pareil. Bon, là, il n'y a pas de co-intervention avec la kiné dès le départ, mais je peux en effet très vite dire, voilà, nous, on va travailler le périnée ensemble, mais je pense qu'il faudra aller un peu plus loin. Et pour ça, il faut vraiment aller vers quelqu'un qui s'y connaît, qui est spécialiste, dont c'est le job, en fait, tout le temps. Donc, c'est comme ça qu'on voit que, comme on disait, il n'y a pas deux prises en charge qui sont les mêmes, c'est à la carte, parce qu'en fonction de comment est la femme ou réagit la femme ou son expérience, OK, je vais avoir un travail, mais je n'hésite pas à aller chercher de l'aide, parce qu'à nouveau, il n'y a pas une personne qui peut amener toutes les solutions pour chacune. Merci beaucoup, hein, Sandrine. Merci d'avoir justement partagé aussi. Et donc, du coup, comme je disais, hein, justement, toutes ces dynamiques d'accompagnement où voilà, tu fais avec l'équipe, ensuite tu sors de l'équipe, tu vas rechercher des ressources ailleurs, justement, pour répondre au mieux, justement. Et pour renforcer, voilà, pour répondre au mieux aux besoins de la dame, ou alors renforcer l'accompagnement que les femmes que tu consultes que tu prodiges aux femmes que tu consultes. Alors, je vais partager mon écran, je vais partager une petite vidéo avant qu'on passe, avant qu'on reprenne les échanges. Je vais partager mon écran pour qu'on va un petit peu avoir un retour de voilà de femmes qui ont été suivies justement par l'équipe dans laquelle Sandrine travaille. Et donc voilà. Alors, ok. Alors moi c'est Fatoumata, Fatou, et je suis d'origine guinéenne, mais j'ai vécu toute ma vie à Cuba. Je suis venue ici pour faire un master et finalement je suis restée. Et donc comment j'ai connu ma vie? En fait c'était à la maison médicale, à Louvain-la-Neuve. J'attendais le médecin et j'ai vu le flyer et j'ai commencé à lire et tout et ça m'a un peu intéressée. C'est mon copain actuel mari qui m'a dit « Ah mais tu peux essayer, peut-être ils peuvent t'écouter, tu peux parler, tu peux raconter un peu ton histoire. » Parce que niveau sexualité, c'était un peu compliqué pour moi. Et donc du coup, peut-être ils peuvent t'aider. J'ai dit, j'étais un peu sceptique, mais bon, finalement, j'ai tellement poussé que je suis venue.
Et donc, du coup, c'est ma vie. Je suis allée, franchement, ils m'ont bien accueillie et donc tu te sens à l'aise directement. T'as pas honte parce que ils te laissent vraiment le temps d'expliquer, voilà, on te demande qu'est-ce que tu fais là et tout. En plus, avec le sourire et tout. Donc, ça te met directement à l'aise. Quand tu penses qu'on t'a fait ça quand t'avais 6 ans, parce que voilà, c'était toute une cérémonie et tout en Guinée. C'était ma tante qui l'a fait. Mes parents, ils étaient pas d'accord. Elle avait déjà fait ça à ma sœur. Donc, du coup, mon père voulait pas trop que moi j'aille là-bas. Mais elle a fait toute une histoire parce que c'est ma tante. La tante paternelle a beaucoup de pouvoir en Guinée. Et donc, du coup, elle dit que je peux pas aller au village, être partout sauf chez elle. Donc, du coup, je me rappelle, mon père m'a dit, tu vas aller très, très, très tard et je vais aller te chercher très, très tôt. Je dis, OK. Donc, je me rappelle, j'avais à peu près 6 ans. Donc, je suis allée chez elle oui, elle était 20 heures par là. Et donc, elle m'a excisée dans la nuit, quoi. Le matin vers 5 heures, je pense. Et donc, du coup, mon père est venu me chercher. Et voilà, c'était fait. Mais là-bas, c'est vraiment comme une cérémonie, en fait. T'es chouchouté, on t'habille vraiment spécial. Tout le monde vient te voir, tout le monde te cuisine, tout le monde te chouchoute, quoi. Et quand ça finit, je pense, le temps de guérison, j'imagine, on te fait une fête. Une grande fête. Voilà, tout ça s'est passé. Mais le fait que tu vives à Cuba, en fait, à Cuba, la sexualité, ils sont très, très, très ouverts. Donc, pour moi, alors, je voyais qu'il y avait un truc qui va pas. Je dis, moi, s'ils m'ont fait un truc, ça veut dire que je sens pas comme les autres. Que je suis pas, voilà, comme les autres femmes. Donc, c'est comme s'il y avait quelque chose qui me manquait. Je pense que même si t'es pas vraiment excisé à la fin, ça te freine parce que psychologiquement, tu grandis avec ça. Pour toi, t'es pas comme les autres, quoi. Et donc, du coup, c'est ça. Après, j'ai fait des séances avec la sexologue. Elle m'a un peu appris à t'aimer, à connaître vraiment toi comme tu es et à te sentir bien, à te sentir libre. Et voilà, c'est ce que ma vie a fait aussi pour moi. Franchement, maintenant, je me sens bien parce que je pense que quand tu es conscient de ta sexualité et que c'est toi qui décides, c'est ton corps, tu te sens indépendante. Je trouve que tu te sens libre aussi. Parce que tu dis, voilà, c'est moi qui choisis. Le GAM, c'est ma vie. Ensemble, ils peuvent vraiment aider. Voilà, c'était un petit bout de témoignage de Fatou. Et donc, je trouve que voilà, le hasard a fait que je tombe là-dessus, que je choisisse, pardon, celui-là, et qui résume très bien ce que Fausse, tu disais, mais aussi ce que tu disais, hein, Sandrine, avec voilà, tous les retours que tu fais entre la psy et toi sur ce que tu identifies dans l'accompagnement, qui peuvent être liés et qui peuvent parfois à tort être amenés à l'excision, alors que ça peut être autre chose, comme voilà, ça traduit un petit peu aussi l'histoire de Fatou. Et donc, juste après cette vidéo, Foss, je te remets la parole. Et donc là, je voudrais qu'on aille un petit peu sur le volet voilà, de l'accompagnement psychologique et le bien-être voilà, émotionnel. Et donc, moi, je voulais voilà, que tu partages aussi ton expertise et ton expérience justement sur comment est-ce que l'accompagnement psychologique en fait, enfin, en quoi, selon toi, l'accompagnement psychologique est essentiel pour renforcer voilà, l'estime de soi et ce sentiment de sécurité dont Fatou parlait dans son témoignage. Alors, pour moi, donc, quand je suis venue à cette époque-là, c'était beaucoup plus Sonia, qui était mon psychologue. La première fois qu'on s'est vu, elle m'a dit, Faust, tu as beaucoup de choses en toi et tu as beaucoup de douleurs en toi parce que j'étais fâchée, parce que j'étais dans mon pays, j'étais une femme qui était honorée et respectée et j'arrive ici, je suis une victime de l'excision, qui pour moi, l'excision était quelque chose qui était plus bien parce que j'étais bien. Donc, j'arrive ici. Il faut avoir su que c'était une violence. Donc, j'ai dit, Sonia, j'ai vraiment besoin de ton aide parce que j'ai envie d'avancer dans la vie, mais il y a quelque chose qui me bloque. Il y a donc mon passé qui est là et j'ai besoin. Donc, elle m'avait proposé que je fasse plusieurs séances de MDR, comme quoi que tu revis la même chose, mais en étant avec elle. Ça m'a beaucoup aidé, ça m'a fait sortir toute la rage que j'avais en moi.
Ça m'a rappelé certaines choses que mon cerveau aussi a mis de côté, qui est revenu surface. Et au bout de 2, 3 séances, vraiment, je me suis sentie bien, apaisée, tranquille. Et là, j'ai dit, voilà, je me reprends en main. J'ai envie de continuer à les suivre psy et aussi continuer le suivi sexo parce que j'ai envie d'avoir les deux séances en parallèle pour pouvoir avancer. Oui, l'excision est passée, ce qui est fait, mais là, je veux me reconstruire. J'ai envie d'être moi-même et j'ai envie de prendre soin de moi. Et là, ils m'ont dit, la porte est là, on est toutes là pour toi, on va t'aider et on va te suivre. Et donc, ce qui est suivi psychologie m'a beaucoup aidé. J'ai lancé tous les bois que j'avais en moi, mais vraiment. Et allez, oui, l'excision ou l'infibulation fait partie de mon parcours de vie, malheureusement. Mais je ne vais pas m'arrêter parce que je suis une victime de l'excision. J'ai envie d'avancer pour moi et aussi au sein de mon travail pour les femmes que je croise à travers mes entretiens de premier accueil. Merci Fausse, merci beaucoup de partager aussi cette perspective-là. Et donc tu parlais aussi de ce là-bas et de ce ici, où tu disais que voilà dans ton pays tu étais une femme respectée ici. Voilà quand tu as fait ce travail sur toi, tu as retravaillé sur l'excision que tu as subie. Et donc je voulais aussi faire le lien avec une discussion aussi qu'on avait eue l'année dernière lors non, il y a 2 ans de cela, lors de l'Assemblée annuelle des stratégies concertées, où on parlait justement de l'impact des luttes contre les mutilations génitales féminines à travers le monde. Et donc, on mettait justement en lien cette sororité dans les luttes, mais aussi, on mettait aussi en évidence, voilà, toutes les actions, tous les accompagnements, toutes les actions d'accompagnement qui sont aussi mis en œuvre, que ce soit sur le continent africain ou en Asie et autres. Donc, c'était aussi pour mettre cette perspective-là en avant, voilà, pour montrer aussi que dans ce là-bas et dans ce ici, il y a aussi de manière globale, voilà. Si on a envie, hein, si on Ouais, a envie, oui, il y a vraiment c'est aussi, l'envie. oui, et il y a aussi vraiment voilà, tous ces mécanismes-là, toutes ces luttes-là voilà, qui ont aussi émergé, voilà, et qui ont pris justement naissance, voilà, dans le continent africain. Et donc, juste après cette intervention de Fausse, Sandrine, moi, je reviens vers toi. Euh, je trouverais intéressant qu'on questionne l'accompagnement, la durabilité de l'accompagnement. euh, et justement, comment est-ce qu'on peut s'assurer que l'accompagnement psychosexologique ne se limite pas à la résolution de problèmes, disons, immédiats, mais vise à créer de manière durable un bien-être sexuel, une sexualité satisfaisante. En fait, c'est parce que tout le travail, à 99,99999%, c'est la femme qui le fait. Oui. Moi, je suis un maigre petit, enfin maigre, je ne parle pas de ma taille, hein, mais je suis un maigre petit levier. C'est-à-dire que je m'adapte à ce qu'elle souhaite. Et comme disait Foss, vraiment, mais c'est la réalité de nos patientes à ma vie, celles qui viennent, c'est qu'elles veulent que ça bouge. Et donc, Oui. c'est vrai que c'est ce qui fait que je trouve que ça marche tellement bien cet accompagnement, parce qu'elles ont la rage de vouloir modifier leur dynamique, en tout cas intime. Et donc, le plus grand du travail, c'est tel qu'ils font. Voilà, moi, j'ai appris certaines connaissances, j'apprends à les adapter à la personne en face de moi, mais voilà, par rapport au dessin, par rapport aux exercices que je remets à la maison, c'est vraiment, c'est elles qui font tout le travail, en fait. Donc, après, est-ce que c'est durable? Ben, à partir du moment où on a appris à se connaître, on a appris à s'écouter, on a appris à poser des limites. Qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce que j'aime pas? On a appris à guider. On a appris comme je disais, une fois qu'on a appris ce lien avec ce corps, je ne vois pas comment il ne pourrait pas être durable, dans le sens qu'on ne sait pas se défaire de connaissances, que ce soit intellectuelles, quand je parle de la réponse physiologique féminine dans la sexualité, ça c'est un fait scientifique de comment est la réponse sexuelle féminine, mais c'est aussi, j'ai appris à me connaître. Est-ce qu'on peut un jour se défaire de ce que j'ai appris à me connaître?
je disais, bah, c'est comme une fois qu'on a appris à faire du vélo, on ne sait plus revenir en arrière de ne plus savoir faire du vélo. Par contre, c'est vrai que, ben, comme quand on fait du vélo, il y a des moments où sur le chemin, et ça on ne sait pas le savoir, ben, il y a tout d'un coup une grosse bosse. Ben, tiens, on corrige un peu le guidon. Ben, donc, c'est en apprenant à se connaître, en apprenant avec cette capacité d'adaptation aussi, qu'il y a tout un corps dans la sexualité, il y a tout un corps pour avoir du plaisir, il y a tous des trucs à pouvoir avoir, tiens, comment est-ce que je peux éviter d'avoir mal et les choses comme ça, eh bien, on va s'adapter. Mais que c'est la réalité aussi de la vie, une sexualité plaisante, satisfaisante. C'est pas un long fil tout raide pour tout le restant de sa vie. Donc c'est vrai qu'il y a plein d'éléments qui vont aller modifier certaines choses, mais je pense qu'avec les transmissions des clés, comme je dis, les transmissions, mais aussi qu'elles développent, qu'elles croient dans leurs compétences, qu'elles croient dans l'écoute de leur corps, qu'elles ont confiance en elles et dans leur corps, parce que c'est ça aussi le travail. C'est pas juste des trucs ou des techniques, c'est apprendre à s'écouter soi. Et ben, si à un moment donné, il y a un petit caillou ou un gros caillou sur le chemin, comment je l'évite ou comment s'il y a une bosse, ben, je me soulève un petit peu mon pet sur la selle du vélo ou si un jour une roue ben, vraiment est dégonflée, ben, comment est-ce que je la regonfle? Enfin, je veux dire, ce sont les chemins dans la vie quand on change de partenaire, ben, il y a souvent des choses à devoir mettre de nouveau en place parce que la manière dont il écoute et les choses à transmettre, c'est pas la même chose en fonction des modifications de son propre corps, quand on est enceinte, quand on a accouché, on est une jeune maman, quand on arrive à la ménopause. Enfin, je veux dire, il y a plein de choses dans la vie, en effet, qui vont impacter la sexualité. Et je dis pas que parfois, c'est pas intéressant de devoir retourner une fois ou deux pour éclaircir des choses chez la sexo, la psy, mais c'est pas du tout l'objectif. L'objectif, c'est de rendre ces femmes actrices, autonomes, alignées avec elles-mêmes, où elles ont les ressources, clairement, et c'est aussi un des jobs qu'on doit mettre en place, c'est de mettre en lumière et de valoriser leurs ressources parce qu'elles sont capables, et j'y crois, et je leur dis qu'elles sont capables de pouvoir surfer sur tout ça maintenant elles se sont réappropriées leur corps. Merci Sandrine. Et justement, en parlant de ressources, dans la vidéo d'introduction, on la voyait justement entre toi et Awa qui était dans la vidéo. Justement, tu mobilisais ces ressources culturelles-là pour aller travailler, voilà, la sexualité, le plaisir sexuel. Fausse, est-ce que ce que Sandrine vient de dire, est-ce que, voilà, je reviens sur les ressources, hein, Fausse, quand tu analyses, voilà, ton parcours d'accompagnement psy et sexologique. Est-ce que ce sont des ressources que tu mobilises encore à l'heure actuelle, sachant que toi, c'était en 2016, hein, c'est ça? 2016, ouais. Ouais. Oui, c'était en 2016. Moi, tous les outils que Sandrine me donne, moi, je le prends. Donc, c'est à long terme, hein. Donc, une fois qu'on est outillé, c'est à nous-mêmes de pratiquer ou aller à l'avant. Moi, ce que je me dis, je m'écoute, je m'aime, c'est à moi. Donc, ce corps-là m'appartient à moi. Les études, donc, quand on a une fois confiance en soi, parce que à travers Sandrine et aussi moi j'ai connu Sonia, on est nourri de toute cette confiance-là, on l'apprend. Et donc je pense que tous les outils qu'on a eu, que j'ai eu, je suis curieuse, donc je cherche beaucoup plus chaque fois. Donc moi je m'arrête pas parce que c'était 2016. Non, moi je vais aller jusqu'à 2050. Donc on va aller voir quoi. Donc il y a rien qui va Totalement m'arrêter. d'accord Je vais avec toi. avancer. Hein? Je suis totalement d'accord avec toi. Je suis bien utile, je la profite à fond. C'est bien. C'est bien. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Et donc, Sandrine, ça me permet justement bah, de mettre voilà le pied dans voilà, on a vu l'accompagnement, on a vu tout ce que vous mettiez en place. Hein, c'est ma vie, la co-intervention, les dynamiques en interne entre l'équipe, extra-équipe, à mobiliser des ressources auprès d'autres professionnels qui ne sont pas dans l'équipe. Et donc là, je voulais maintenant revenir bah, sur les barrières et sur les défis. Et donc, selon toi, c'est quoi les principales barrières et les principaux défis dans l'accompagnement des femmes concernées par les mutilations génitales féminines et comment toi, tu fais face, voilà, en tant que sexologue à ces barrières-là? Écoute, je rigole encore parce que je vois que Foss, l'élève dépasse largement le maître. Enfin, je ne me dirais pas maître, hein, je n'oserais pas dire, mais elle est extraordinaire. Les plus grands défis, ben, c'est quelque part d'abord de me faire adopter, Mm. très honnêtement.
parce que sexologue, souvent, c'est quand même un petit peu, c'est quoi ça? Moi, j'ai pas envie, alors qu'elles viennent avec une souffrance de l'intime, hein, la majorité des femmes qui viennent avec une demande d'aide à C'est ma vie, ben, c'est parce qu'elles veulent améliorer leur vie intime. Mais en même temps, c'est au médecin sexologue, moi, je vais pas aller raconter ma vie intime. Donc, parce qu'il y a ce que je peux tout à fait comprendre, hein, c'est quelque chose de très personnel et que c'est pas évident de parler face à une inconnue. Donc, je dois un petit peu me démystifier. Chacun doit apprendre quelque part à se mettre au niveau, voire à un niveau inférieur pour que la personne en face se sente suffisamment à l'aise que pour oser parler d'intimité. Donc, je vais mettre beaucoup d'humour, je vais beaucoup me moquer de moi. Et le défi aussi, c'est que je suis quand même une blanche. Alors, je ne suis pas une blanche toute courte, je suis une blanche blonde. Quelle horreur, c'est vraiment l'archétype type. Et donc, forcément, je ne suis pas excisée. Et donc, c'est un énorme défi. Mm. Et donc, comment est-ce qu'on pouvait dépasser ça avec tout ce passé aussi colonialiste, quoi. Mm. Donc, l'idée, c'est, je devais absolument, moi, me mettre à nouveau là où la personne, elle est, où elle a envie d'aller. Ce n'est pas moi à imposer ma vision et ni la vision occidentale. Et donc, pour cela, c'est comme ça que j'ai créé ces outils qui sont acculturels, qui sont sans couleur de peau, où je vais beaucoup me référer aussi à la réalité, ben, entre guillemets, scientifique au niveau de comment fonctionne la sexualité, et aussi à valoriser leurs compétences. Et leurs Mm. compétences, elles en ont plein, et aussi ce qu'elles utilisent au niveau culturel, au niveau de la séduction. Donc, je vais moi-même, je pense que quand on ne sait pas, il y a 10 ans, moi, je ne savais rien, et je sais encore plein de choses que je ne sais absolument pas, c'est que je me mets à poser des questions parce qu'en effet, quand je ne sais pas, je ne sais pas. Tiens, dans votre région, dans le pays, comment ça se passe au niveau de la séduction? Qu'est-ce qu'on utilise? Et c'est comme ça que des patientes m'ont ramené des colliers de perles, des colliers de hanches, du tchouli, des odeurs, des pierres. Et donc, elles m'ont appris plein de choses. Moi, je ne savais pas. Et donc, là, juste, là au moins, l'important de se réapproprier, donc, c'est pas d'effacer les ressources et ce qui est proche de leur environnement, de leur culture, de ce qu'ils parlent et de leur identité. Donc, l'idée, c'est pas du tout d'effacer d'où elles viennent, c'est plutôt juste comment est-ce qu'on peut se les réapproprier pour servir la femme sujet qui est en face de moi. Parce que j'ai réalisé que il y avait aussi beaucoup d'outils de séduction où c'était pour encore mieux séduire l'homme, pour être sûr que l'homme n'aille pas voir ailleurs, pour pouvoir encore plus combler l'excitation de l'homme. Et donc là, on travaille ensemble pour que qu'est-ce que vous avez envie pour vous faire plaisir? Qu'est-ce que vous avez envie d'utiliser dans tout ce que vous me dites, les pagnes, les colliers, mais vous avez envie de jouer avec pour vous, pour votre plaisir, pour votre amusement dans votre intimité, et pas pour être mis au service de l'autre. Donc c'est important de réapproprier. J'utilise, quand je parlais de crème pour les mains, etc., je leur demande toujours, bah tiens, quand vous vous hydratez la peau, vous utilisez quoi habituellement? Et je suis ravie quand elles me disent que c'est du beurre du karité, que c'est de l'huile de coco. Ben, je dis, c'est génial, prenez ça. Je ne vais pas aller imposer une crème, entre guillemets, pharmaceutique occidentale, ça n'a aucun sens. Donc, c'est vraiment, on me voit avec Awa danser parce que c'est vrai que la majorité, il y a quelque chose en lien avec la danse et donc avec la mouvance du bassin qui est souvent extraordinaire. Et donc, on se met parfois à danser pour réapproprier cette compétence de mouvance au niveau du corps, d'être à l'aise. Mais comment est-ce qu'on pourrait le mettre dans la réalité de la sensualité ou dans la sexualité avec son partenaire? Mais à nouveau, pour que s'approprier toutes ces compétences à soi de manière volontaire, actrice, active et en tant que sujet. Donc, c'est vraiment ne pas hésiter à poser des questions. Moi, je ne sais pas, ben, tiens, dites-moi, qu'est-ce qui se passe, comment est-ce que ça se passe, et qu'est-ce que vous aimez, qu'est-ce que vous n'aimez pas. Je pense que c'est vraiment essentiel. Essentiel.
Merci Sandrine, merci justement voilà d'avoir partagé justement tout ce travail au niveau de la posture, hein, au niveau de la posture, mais aussi comment tu amènes le sujet avec légèreté et donc c'était aussi super intéressant de pouvoir justement avoir cet aspect-là de valoriser aussi hein, justement des éléments culturels qui peuvent être réappropriés pour travailler sur la sexualité, sur le plaisir sexuel. Fausse, moi, je t'adresse la même question. Maintenant, je te l'adresse avec ta casquette, voilà, avec ton expertise de professionnel. Voilà, tu accompagnes les femmes concernées. Et donc, voilà, selon toi, c'est quoi les principaux défis et les principales barrières, euh, voilà, que tu abordes avec les femmes, justement, qui hésitent voilà, à aller toquer à la porte de Sandrine pour parler de sexualité, pour parler de plaisir. Voilà. Des fois, elle pense que je suis folle. Elles me disent, écoute, que des fois, elle me dit, Fausse, euh, on voit que toi, tu as changé. Mm, Parce que là, c'est toi. Parce que tu es dans un pays, il y a personne qui va venir te chercher. mm, Mais nous, on a toute une famille derrière nous. mm. Donc, et tout ça. Euh, Nous, on sera jamais comme toi. Moi, je dis, tracasse, avec le temps, tu seras comme moi. Parce que moi aussi, j'étais coachée, mais je vais te coacher. Mm. Et donc, arrivé chez Sandrine, tu vas te sentir mieux. Rien que ça. Mais vraiment, le regard dans la communauté, tout ça, déjà à travers moi, déjà, c'est le rejet. Tu vas au GAMS. Et qu'est-ce que tu vas faire au GAMS? Tu sais, on parle de l'excision. Donc, il y a plein de trucs. Quand elles viennent, elles me posent beaucoup de questions par rapport à ça. Et, euh, et moi, je donne beaucoup de temps à être avec elle, à expliquer. Et donc, on va même parcourir à la religion islamique où il est noté cette infibulation et tout ça. Donc, qu'à la fin, elles disent, oui, ça va, c'est vrai, mais il n'y a pas, mais voilà, tu sais bien, c'est un peu beaucoup plus lourd la traduction que la religion. Donc, voilà. Et donc, il y a certaines femmes hein, qui j'envoie chez Sandrine. Donc, elles sont très contentes d'être chez elle parce qu'elle le met vraiment à l'aise. Elle est accueillante, elle est tactile, elle rit beaucoup. Donc, je pense que nous, en tant que les femmes suivent de cette communauté qui pratique, nous, c'est le visage de la personne avec qui on voit. Si on a une posture qui est toute fermée, qu'elle est là, oui, oui, bonjour madame, oui, comment je peux vous aider? Cette personne-là, elle va compter les minutes qu'elle est là, après elle ne revient pas. Hein. Mais je pense que chez Sandrine, tout le monde va rester, c'est elle qui va dire, écoutez, le temps est passé. Et donc, vraiment, au départ, c'est un peu, elles sont réticentes, comme on dit, elles sont un peu plus fermée, mais après, avec le temps, elle s'est laissée aller. Donc, mais c'est celles qui veulent. C'est Mm. celles qui veulent. C'est pas tout le monde. Celle qui pousse la porte du GAMS, c'est celle qui veut avancer. Ou alors c'est aussi qui vont auprès de Sandrine. Il y a déjà aussi voilà tout ce parcours-là qui a été fait justement. Et comme tu disais, Sandrine, elles viennent chez toi parce qu'elles le veulent. Hein. Et voilà, c'est déjà un processus qu'elles ont entamé. Je vais encore partager une vidéo pour Si je partager peux un... juste rajouter, Oui. c'est vrai qu'il faut quand même dire qu'on arrive pour la toute grande majorité des patientes en deuxième ligne après le GAMS. Mm. Donc c'est vrai qu'il faut quand même bien se rendre compte qu'il y a eu un travail préparatoire d'approche et donc de conscientisation de ses droits, de mon corps m'appartient. Enfin, tout ça a déjà été travaillé en amont quelque part. Hein. Donc nous ne sommes pas quelque part, hein, même si tout le monde peut venir toquer à la porte, c'est ma vie, la porte est au niveau du pas de la rue, mais la majorité viennent quand il y a déjà eu des démarches antérieures et notamment de première ligne avec le GAMS. Il faut quand même reconnaître la réalité. Hein. Oui. Alors, une sœur et une avait une fait, mais on doit le faire. Bon, c'est ma vie, je connais à travers une
Je m'appelle Ouedraogo Salmata, je viens du Burkina. Je suis là, ça fait 4 ans. Et maintenant, je suis en formation de couture. Et ma fille est toujours à l'école et bon, pour l'instant, ça va. C'est nous, dans la tradition, une femme non excisée, tu n'es pas, en fait, tu es comme une femme impure. J'ai été excisée à l'âge de 7 ans, mais je rappelle de ça comme si c'était hier. Donc, je me suis dit que plus on avance quand même, plus les gens devraient comprendre que cette pratique, en fait, on devrait quand même la tenir maintenant parce que c'est quelque chose, je vois que ça nous donne plus du mal que du bien. Mais ça continue. Quand on est une femme excisée, on a peur et on est perdu, on ne sait pas à quelle personne même parler, même si tu as des problèmes. Et j'ai pris conscience de cette pratique qui m'avait vraiment bloquée mentalement, bloquée toute ma vie, parce que j'avais peur vraiment d'en parler, parce que pour nous, c'est la religion ou c'est la tradition. Tu ne dois pas discuter, tu ne dois pas savoir pourquoi on le fait, mais on doit le faire. Bon, c'est ma vie, je connais à travers une sœur et une amie qui l'a conseillé d'aller les voir parce qu'elle elle a été victime aussi de l'excision et tout. Et elle m'a dit, tu connais pas C'est ma vie? J'ai dit non, je n'ai jamais entendu parler de C'est ma vie. J'ai dit, c'est où? Et elle m'a dit, c'est à Saint-Pierre, mais c'est une autre en fait, structure, mais qui est dans la boîte de Saint-Pierre. Et j'ai dit, bon, ben, pourquoi pas essayer? Et effectivement, on a été reçus par le docteur. Après, j'ai pris d'autres rendez-vous pour voir la sexologue, la psychologue, et puis je continuais, j'ai fait le parcours moi-même. Quand j'ai rencontré la sexologue pour la première fois, j'étais quand même un peu réticente et puis elle a dit non. En fait, je vois que vous avez beaucoup de choses. Si vous êtes là, c'est que vous voulez comprendre. Et ne soyez pas vraiment gênés parce que c'est un truc, c'est confidentiel. Donc, vous pouvez nous expliquer vraiment votre désir, ce que vous voudrez vraiment. Et là, je me suis dit, oh, tiens, OK, parce qu'elle m'a rassurée. Elle m'a montré que, voilà, si j'ai tapé à la porte, j'ai tapé à la bonne porte. Et donc, de me sentir vraiment libre de m'exprimer. Et elle était vraiment à l'écoute. Elle m'a écoutée. Elle m'a vraiment rassurée de tout ce que je voudrais savoir sur moi-même, sur mon corps. Et je peux, ça, pour moi, en tout cas, ça a été comme une lumière qu'on a allumée et me dit, voici ce que vous devez comprendre. Donc, je me retrouve une nouvelle, en fait, Sally, qui, bon, je ne l'ai pas voulu, mais qui a été victime de ça. Et aujourd'hui, je prononce un cri de cœur vraiment pour mes sœurs et mes copines qui voudront vraiment découvrir, de franchir cette barrière de peur et d'aller taper à cette porte. Ils vont avoir cette lumière qu'on va les expliquer, les conduire, les accompagner. Pour avoir cette force, il faut vraiment aller à C'est ma vie. C'est ma porte que j'ai tapée. C'est ma vie, c'est ma porte de vie que j'ai tapée. Ouais. En dehors de l'excision, ça m'a ouvert vraiment plein de choses dans ma vie. Ouais. Alors là, c'est un autre témoignage qui met très bien en évidence ce que tu venais de dire, Sandrine, et ce que tu venais de dire, Fausse, des ressources dont les femmes sont porteuses elles-mêmes pour franchir et pour aller toquer voilà, à la porte de Sandrine, sexologue, avec la psychologue. Et je trouvais que ça rendrait bien, pardon, voilà, les différents échanges qu'on venait d'avoir.
Alors, fausse, voilà, je vais voilà, rester avec toi. Non, je vais plutôt revenir avec toi, Sandrine. Euh, Tout à l'heure, tu as un petit peu abordé toutes les stratégies collaboratives qu'on peut mettre en place entre professionnels pour renforcer l'accompagnement des femmes concernées par l'excision. Et donc, tu parlais justement, toi, dans ta pratique, comment tu fais appel avec cette co-intervention avec ta collègue psy, mais aussi comment tu réfères vers d'autres collègues kinés. Mais est-ce que tu penses que quotidiennement, est-ce que c'est facile à mettre sur pied? Parce que je pense que voilà, les participants et participantes aussi, je pense que c'est quelque chose aussi. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres réalités voilà, qui ne permettent pas de mettre sur pied d'éventuelles stratégies collaboratives et c'est quoi les stratégies justement sur lesquelles il faudrait s'appuyer pour pouvoir voilà, aller vers ce que tu proposes? Ben, il y a il y a d'abord le frein. Nous, tout est gratuit. Donc, pour les femmes qui ont subi l'excision, toutes nos consultations sont gratuites. Et la kiné du périnée fait aussi partie de la prise en charge au niveau de Semavi, donc au niveau de la gratuité, pour les femmes qui ont une mutuelle. Donc, il faut quand même leur préciser. Pour les personnes qui n'ont pas de mutuelle, soit il faut faire des réquisitoires en fonction de fait d'asile au CPF. Donc, à un côté, quand même, réalité, il faut rendre ça accessible financièrement pour la personne. Hein. Donc, soit par le côté de réquisitoire, soit on peut aussi retrouver dans donc, ils peuvent venir chez nous avec le côté réquisitoire. Mais il y a un côté aussi géographique. Et donc, on se rend compte que les femmes qui viennent de très, très loin, bon, même si finalement, moi, je regarde que j'ai en moyenne à peu près une moyenne de 4-5 consultations pour chaque femme, ce qui est finalement très peu. Hein. Et s'il y a aussi de la psy, ça veut dire on essaye de voir si on peut faire notre consultation le même jour, mais on se rend compte que c'est parfois lourd, hein, deux consultations d'1 heure chez chacune avec l'un déposé au niveau psy, l'autre un travail sexo, c'est peut-être lourd. Donc c'est aussi l'idée de est-ce qu'on ne peut pas développer notre accompagnement aussi en dehors de manière plus accessible au niveau géographique, mais il y a tout le côté financier. Donc, ça, c'est à réfléchir. Et aussi de développer un carnet avec des thérapeutes qui sont compétents. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas qui ne sont pas compétents, mais en tout cas spécialisés dans les kinés. Moi, je suis désolée, mais je prends vraiment des kinés qui sont hyper spécialisés en périnée. Alors, quand ils sortent de leurs études, ils ont tous fait un peu du périnée, mais pour moi, ils n'ont pas assez fait. Donc, c'était développer un carnet d'adresses à force d'entendre et qui a fait des formations et qui où, et je note. Et en effet, il y a aussi BICAP, qui est un site où on peut retrouver des kinés qui ont fait la spécialité en périnéologie. Il y en a un autre, je ne me souviens plus. Et en fonction d'où habite la personne, parfois elles habitent aussi au fin fond de la Flandre. La kiné, par contre, ça va 1 à 2 fois par semaine ça peut aller jusqu'à 18 séances. Donc là, on n'est même pas à 4-5 à ma vie de temps en temps. Hein. Donc là, je vais trouver, moi, pour elle, un kiné spécialisé du périnée, proche de chez elle. Je vais éventuellement contacter, je vais envoyer un message à la kiné. Je vais demander quand je revois la patiente, alors comment c'était? Est-ce que je la garde dans mon carnet d'adresses que je construis au fur et à mesure ou bien je l'éjecte, elle ou il, hein, peu importe. Hein. Mais donc, c'est apprendre à construire un relais autour de soi. Et donc, je dis, et ça, c'est du bouche à oreille, c'est d'y aller, c'est d'envoyer, c'est d'écouter ce que les femmes disent en retour, c'est de noter surtout quand quelqu'un dit que la personne était super. Et cette accessibilité financière, ça c'est vraiment aussi important. Donc nous, on est aussi occupés à réfléchir, mais quand on a une femme qui est, soit est-ce qu'il y a un réquisitoire, ou si c'est absolument pas possible, est-ce qu'il y a moyen de détourner les choses avec par exemple ma fonction et la fonction de la psycho au planning, où là on peut avoir aussi des tarifs qui sont quand même beaucoup plus réduits. Donc voilà, on essaye de trouver des solutions pour que ce ne soit pas un frein à l'accès de ce qu'elle souhaite.
Ça me paraît être vraiment extrêmement important. Je ne sais pas si du coup j'ai répondu à ta question, mais Oui, si tu as répondu, tu as mis en évidence voilà, plein de réalités hein, finalement qui sont ouais. aussi bien institutionnelles, géographiques, financières. Voilà, en tant qu'institution aussi, voilà, en termes d'agenda, qui solliciter quand, comment, que ça matche aussi avec voilà, la Et le disponibilité. travail et leur formation. La plupart travaillent ou la plupart sont en formation. Donc, c'est Tout à vrai fait. qu'au moment où on pose un rendez-vous, c'est OK, est-ce que là, vous pouvez être là à cette heure-là par rapport à votre travail? Alors, on s'est donné une fois un papier comme quoi madame s'est rendue à un côté médical, ça, c'est pas le problème. Mais parfois, elles ne le souhaitent pas. Elles se disent que c'est délicat, on va pas en ramener 4, 5, 6 d'affilée à son job. Donc, c'est des réalités. Sa réalité, c'est nous qui nous adaptons à sa réalité et pas le contraire. Merci, merci d'avoir mis ça également en évidence. Justement, je parlais de de ces contraintes, voilà, institutionnelles, voilà, en termes d'agenda, en termes, voilà, d'agenda aussi de la femme, la patiente en face, hein, la femme concernée. Et donc, tout à fait, c'est pour ça justement que je posais cette question-là, mais parce qu'on se rend compte justement, voilà, qu'il y a ces freins-là. Et ce que je trouvais aussi intéressant, tu disais justement que voilà, entre tous ces différents défis, mais c'était de comment trouver justement à s'adapter et à pouvoir justement proposer des stratégies qui permettaient justement de faire des alliances voilà, collaboratives, des stratégies collaboratives multidisciplinaires. Et je voulais également justement mettre en évidence aussi hein, la nécessité du réseau des stratégies concertées. Donc, ça permet aussi justement de pouvoir avoir accès, comme je disais dès le début, voilà, d'autres acteurs et actrices qui travaillent sur la même problématique, qui sont aussi peut-être dans la même région. Et donc, voilà, n'hésitez pas aussi à solliciter quand le besoin se fait ressentir. Voilà. Alors, Sandrine, je vais rester avec toi et je vais aborder, voilà, je sais quelque chose, voilà, que les psychologues, les sexologues n'aiment pas, voilà, c'est l'évaluation, voilà. Je sais que c'est une question très problématique et je voulais avoir ton retour sur, d'abord toi, avant d'aller vers Fausse. Toi, Sandrine, quelles sont les mesures, comment est-ce que toi, tu évalues de manière pertinente, voilà, l'efficacité à long terme de l'accompagnement sexologique, notamment dans la réappropriation du corps des femmes concernées par l'excision. Alors, le côté long terme, souvent, je ne fais pas de suivi à long terme, donc ce sera plutôt une évaluation, en tout cas à court terme. Elles peuvent toujours, la porte est toujours ouverte pour revoir par la suite. Écoute, je suis occupée à faire un questionnaire que je suis occupée à tester, que j'ai mis sur pied avant de commencer la thérapeutique sexo et après 5 consultations, on verra un petit peu ce qui va sortir de ce questionnaire. Mais d'autre part, en pratique, c'est déjà aussi de est-ce que j'ai répondu à sa question, à sa demande? Le but, ce n'est pas d'amener la femme euh, dans une sexualité de performance, dans une sexualité idéalisée ou normée au niveau de l'Occident. C'est qu'est-ce qu'elle, elle souhaitait au départ. Et donc régulièrement, moi, je demande même en cours de suivi. Attendez, rappelez-moi bien, c'était quoi votre demande? Qu'est-ce que vous avez envie? Vers où vous voulez aller? Et par exemple, hier, j'ai utilisé une échelle. Donc, j'ai dit, OK, quand vous étiez venu à 0 sur 10, entre 0 et 10, vous étiez à combien? OK. J'ai vu qu'il y avait eu un bond quand elle était venue hier par rapport à avant. Maintenant, vous vous estimez à combien? OK, 5 sur 10. Je dis, votre prochaine étape, vous, en fait, vous aimeriez arriver à quoi? À quel chiffre? Et donc, en discutant, elle me dit, pour arriver à une autre étape dans ma vie, j'aimerais pouvoir arriver à 8 sur 10. OK, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble? Parce que je n'ai pas le savoir infus, donc c'est vraiment une dynamique de groupe avec elle. Qu'est-ce qu'on peut faire ensemble pour que vous arriviez à ce 8 sur 10? Donc, je vois, moi, je réfléchis en même temps, qu'est-ce que je peux encore lui transmettre comme clé, mais qu'est-ce qu'elle peut mettre elle aussi en place pour arriver à ce 8 sur 10. Donc voilà, je re-questionne l'objectif pour être toujours bien sûr que je suis dans la bonne direction et qu'elle puisse aussi, parce que peut-être que son objectif a changé. Donc on repositionne ça, je peux utiliser des échelles. Le questionnaire, on verra aussi. Mais alors c'est vrai que très honnêtement, ce qui moi me fait le plus plaisir,
je me dis, bon, j'ai quand même pas trop tapé à côté, c'est que quand elles reviennent, et c'est vrai que je le sais très vite, que quand elles reviennent et que je dis, bon, alors, comment ça s'est passé, les exercices que je vous avais donnés? Et quand je vois des lumières dans les yeux ou alors le sourire là, qui commence à monter comme ça, je me dis, ah, ça a l'air d'être sympa quand même, hein, allez, racontez-moi. Et donc, c'est vrai que c'est un peu peut-être niais comme évaluation, mais en tout cas, c'est vrai que quand elles me disent, bah, ça va beaucoup mieux, oh là là, c'est chouette, j'ai découvert des choses, et quand elles disent, mais si j'avais su ça avant, ou qu'est-ce que j'aimerais que ma fille puisse avoir ce lien et cette connaissance de son propre corps pour qu'elle ne passe pas à travers toutes mes souffrances, que sa fille soit, malheureusement, a déjà subi l'excision ou pas, hein. Et donc, il y a vraiment ce côté où ça se, c'est presque, l'évolution ne se cache pas en fait. Et c'est vrai que quand ça ne marche pas, elle n'hésite pas à le dire. Et donc, je me dis, aïe Sandrine, bouge tes fesses, il faut que le curseur, il bouge. Alors, c'est pas du tout dans une performance, c'est de répondre à son envie et son besoin et pas pour viser une performance. Donc, je me dis que j'ai mal fait mon job, il faut que je réajuste. C'est moi qui ai mal fait et c'est pas elle. Donc, c'est d'évaluer chaque consulte, on essaye d'évaluer où ça en est dans l'évolution, dans le discours qu'elle dit, à travers plein d'outils d'évaluation différents. Mais c'est vrai que le petit sourire, le coin des lèvres et les petites étoiles dans les yeux, moi, je trouve ça un très chouette curseur. Voilà. Merci beaucoup, Sandrine. Je trouve que tu as bien mis ça en évidence. Voilà, toute la question de l'évaluation et finalement, comment est-ce qu'on évalue un suivi sexologique et psychologique. Je sais que c'est aussi une question sur laquelle voilà, les psychologues du GAMS Belgique travaillent. Et donc, oui, tout à fait, en évaluant les consultations, en discutant, voilà, en faisant, comme tu disais, sur une échelle, en se projetant. Euh, Fausse, moi, je te retourne la même question. Tout à l'heure, j'ai posé la question à Sandrine. Voilà, j'ai un petit peu mis un piège, j'ai mis à long terme et justement, tu as rebondi dessus, Sandrine, en disant, voilà, tu t'es questionné si c'était à long terme ou pas. Et donc, toi, Fausse, moi, je te retourne la question, sachant que, voilà, depuis 2016 que tu as eu cet accompagnement, si tu devais l'évaluer aujourd'hui, qu'est-ce que tu en dirais? Ah, Tu veux que je quitte la place, Faust? Tu veux que je parte? Tu me dis, non, hein? j'ai besoin de Ah. toi. Il faut que tu restes. Il faut que tu restes. Parce que je reviendrai tout le temps chez toi, vers toi. On est liés à vie, crois-moi bien. Non, vraiment, je vais beaucoup plus me motiver. Je vais être curieuse de par rapport à ça. Je vais me nourrir des outils de Sandrine. Et vraiment, j'ai vraiment envie de vivre ma sexualité vraiment à long terme, vraiment en motivant tout le temps et aussi outillant les personnes avec qui viennent vers moi. Donc, si je comprends bien, toi, si tu avais évalué justement cet accompagnement-là, ben, c'est que ça a travaillé voilà, cette envie-là de vivre, voilà, une sexualité satisfaisante pour toi, mais pas de manière, pas dans un temps imparti, mais de manière continue, c'est ça? Oui, à vie. Super, super Fausse. Merci d'avoir partagé ça avec nous. Et tu as bien raison, hein, je veux dire. Alors, euh, voilà, on est arrivé justement voilà, à la fin des différentes questions que j'avais pour vous. Donc là, je regarde ma montre, je vois qu'il nous reste 20 minutes. C'est exactement le temps qu'on avait prévu voilà, pour un échange, pour des échanges avec voilà, les participants et participantes ici présents. Voilà, donc nous allons laisser maintenant place aux discussions, au partage. Voilà, n'hésitez pas, vous levez la main et vous prenez la parole. Est-ce qu'il y a une question? Est-ce qu'il y a un commentaire? Est-ce que euh, voilà, une personne souhaite partager voilà, une réflexion, une situation? Voilà, l'espace est ouvert. Donc je vois dans le chat, donc on a Charlotte justement psychologue au Games qui disait qu'elle n'avait pas de questions, mais qu'elle avait trouvé justement l'atelier riche en informations. Merci Charlotte. Est-ce que... Ah, Maxime. Bonjour Maxime.
Bonjour à tous et toutes. D'abord, je voudrais vous remercier, comme l'intervenante vient de le faire. J'ai trouvé cet atelier très intéressant aussi. J'ai trouvé que le témoignage de Foss était très touchant. Et donc, je me lance pour ma question. Vous aviez parlé, Madame Van der Hoeven, tout à l'heure, du fait que dans vos outils, vous proposiez à vos patientes parfois de s'enduire de crème hydratante ou d'huile et de prendre connaissance de certaines parties de leur corps. Et je me demandais, est-ce que c'est pas quelque chose qui est difficile? Enfin, comment est-ce que vous jaugez la difficulté de cette démarche pour des femmes, je me dis, qui peuvent être traumatisées finalement dans l'entièreté de leur corps et pas seulement dans leur sexualité. Je me dis, ça peut être très compliqué pour elles d'avoir ce contact sur leur corps d'une même si c'est la leur, mais je me dis, voilà, il y a peut-être des femmes qui ont des blocages, qui n'osent plus se masser ou se caresser. Et donc, comment est-ce que vous jaugez cette démarche-là? Je sais pas si ma question est claire, en fait, hein. Elle est très brouillon, mais parce que je me rends compte qu'elle suppose aussi d'autres sous-questions. Donc, voilà. Merci. Oui, elle est très claire. Euh, Bah, déjà, je ne, je ne vais pas d'emblée à proposer cet exercice pour être à la recherche de quelque chose de sexuel ou sensuel. Je démarre juste pour être à l'écoute de corps comme j'ai fait la main. Et donc, après l'exercice de la main, c'est pour justement ouvrir à cet exercice qu'elles peuvent faire toutes seules sur leur corps. Et donc, je leur dis, est-ce que bah, ce qu'on vient de faire, donc c'est pas du tout quelque chose de sensuel ou de sexuel que j'ai fait, est-ce que vous pourriez le faire au niveau de leur corps, enfin de votre corps? Donc, je leur demande déjà. Alors, il y en a qui me disent, ah, je ne sais pas, parce que j'ai jamais fait, ce sera peut-être pas facile. Mais voilà, je dis, écoutez, est-ce que vous êtes prêts à essayer? Je dirais qu'en général, oui. Et surtout, de ne jamais présupposer que quoi qu'elles aient vécu, euh, que ça peut mal se passer ou qu'il peut y avoir comment est-ce que je veux dire, un frein ou une réticence. Jamais penser ou réfléchir à la place d'eux ou présupposer que tout ce qu'elle m'a raconté dans sa vie de traumatique ou de traumatisant, ça va être un problème. Je pense qu'il faut proposer, il faut les laisser, parce qu'elles ont cette capacité aussi de pouvoir dépasser des traumatismes ou autres, les laisser aller vers cet exercice et on voit et on s'adapte en fonction de quand elle revient. Là, ça a été, là, ça n'a pas été, là, c'était difficile. Et aussi, moi, de nouveau, du coup, ça va me dire, OK, qu'est-ce qui n'a pas été? À quel endroit du corps? Et là, je peux voir si en effet, il y a quelque chose qui est de l'ordre peut-être du traumatique, mais peut-être pas. On a réalisé avec la psy, c'est que pourtant, l'histoire de vie des femmes qui ont subi l'excision, ben, on sait bien que que l'excision n'est qu'une partie visible de l'iceberg des violences qu'elles ont subies. Et donc, on se dit, mais c'est vraiment des sujets types de mémoire traumatique. Et en fait, on réalise qu'elles ont une telle capacité, en tout cas, les personnes qu'on voit, hein, les personnes qui tapent à la porte de C'est ma vie, elles ont une telle capacité de résilience, c'est qu'il n'y en a pas tant que ça qui ont la réalité de mémoires traumatiques qui sont encore présentes. Alors qu'on est occupé à se dire, c'est fou, avec leur histoire, ce qu'elles nous racontent, on pourrait presque signer, c'est pas possible, il y a mémoire traumatique. Ben non. Donc c'est vraiment pas ne supposer à l'avance que ça pourrait être difficile, c'est on propose, si elles sont OK, évidemment, tout est toujours dans la demande de l'accord, elles sont OK, on la laisse faire l'exercice de son côté avec aussi peut-être, parfois elles me disent, au début j'avais difficile, hein, mais je me suis accrochée et j'ai voulu le faire. Et je l'ai fait plus longtemps et je l'ai refait. Et en fait, au fur et à mesure, franchement, ça va de mieux en mieux. Donc, c'est aussi croire dans ses capacités de pouvoir dépasser parfois des choses difficiles. Et puis, on s'adapte en fonction de, OK, quand elle revient, comment ça s'est passé? C'est à nouveau rien supposer, mais s'adapter en fonction du retour de ce qu'amènent les femmes. Merci beaucoup. Merci. Merci Sandrine, hein, merci aussi pour cette réflexion. Et justement, tout à l'heure, je disais Charlotte, psychologue Games. Non, voilà, Charlotte, psychologue à la Maison Plurielle de Charleroi, justement, qui est membre du comité de pilotage des stratégies concertées en Wallonie. Alors, on a Info CLPS Namur. Je vais juste prendre le temps de vous remercier
pour ces 6 ateliers tout au long de cette année. C'était une découverte riche et enrichissante, une nouvelle cause à défendre et à mettre en avant pour nous, les CLPS, le CLPS de Namur. Continuez comme ça et on fera du bruit avec vous pour que ça avance encore plus et partout. Merci, merci beaucoup. Sarah, bravo et merci beaucoup pour cet atelier passionnant avec des témoignages très forts. Merci Sarah. Emmanuel Joaris, Sandrine, que tu connais très bien aussi. Merci pour ces riches partages et vos regards d'experts. Je reste avec une question. Comment faciliter la démarche des personnes vers les sexologues lorsqu'on n'exerce pas assez ma vie? Voilà. Je pense que, alors c'est une question qui dépasse même le côté de l'excision. C'est vrai que le travail de sexo n'est pas encore reconnu. On va beaucoup plus vite amener vers les côtés psycho, donc c'est compliqué. Donc c'est nous, en tant que sexo, à devoir vraiment pousser les bras, à dire non, il me faut des consultes. Alors comment amener les patients? Ça, j'ai envie de dire, mais je demande à FOS. FOS qui est en contact avec ces femmes qui ne connaissent pas c'est quoi un sexologue? Comment est-ce que tu fais, FOS, toi, pour quelque part, à un moment donné, amener les femmes à se dire, bah, ce serait peut-être intéressant de s'interroger. Parce que la sexologie, c'est vrai que c'est important en tout cas de ne pas le voir uniquement comme sexe, mais c'est vraiment une question de le droit à connaître son corps, le droit à se réapproprier son corps. Et donc, c'est peut-être aussi plus vers ça. Mais bon, je laisse à Fausse qui a peut-être plus en effet cette expérience que moi. Alors, les femmes qui viennent par rapport à cette demande-là, ça dépend du profil que la personne a. Si c'est une personne qui réside et qu'elle a déjà son statut, qui vit là, et c'est plus facile à orienter, c'est ma vie, et là, il y a moyen de s'arranger. Mais si la personne est demandeuse d'asile et elle est dans un centre de demandeuse d'asile, c'est un peu compliqué. Donc, on va y verser ma vie parce que le fait d'asile n'intervient pas. Pour eux, c'est pas vital. Donc, ce que je fais, alors j'oriente ici le planning familial de Soralia, qui a aussi un sexologue qui est intégré avec l'accompagnement des femmes excisées, qui est gratuite. Mais les femmes qui souhaitent vraiment aller à ces ma vie, la majorité, elles doivent avoir un statut. Parce que sinon, la séance est payante, il n'y a personne qui va intervenir en fait. Et je voulais rajouter à ça, Emmanuel, de manière plus globale. Voilà, je sais aussi que voilà, au GAMS, que ce soit à Bruxelles, à Namur ou à Liège, bah, il y a des ateliers voilà, avec les femmes concernées chaque mois. Et donc, dans ces ateliers-là, des thématiques sont abordées comme justement la sexualité. Et justement, durant ces thématiques-là, eh ben, les collègues, voilà, travailleuses sociales, psychologues, justement, convient une invitée externe, une sexologue qui vient justement partager avec les femmes concernées et pouvoir répondre à toutes leurs questions. Donc, c'est ainsi qu'on facilite aussi justement voilà, la démarche vers les sexologues. Voilà. Mais Emmanuel est sexo. Donc, Tout à fait, exactement. Emmanuel, tu vas avoir du taf. Je te le dis. Prépare-toi. Sandrine, Ouais. dis-leur que tu seras avec moi bientôt. Donc, allez, Donc, allez. dans 15 jours, hein, non, 10 jours, je ne sais plus. Dans 10 jours, je vais aller dans la grande capitale liégeoise avec Foss parce que c'est hyper important aussi finalement de porter toutes les personnes qui sont issues des communautés qui pratiquent l'excision et qui veulent devenir agents communautaires. C'est vraiment essentiel. Ça aussi, je pense que d'avoir des gens issus des communautés qui peuvent justement, entre pairs, amener ce sujet de, tu sais, tu as le droit, ton corps, il t'appartient, tu as le droit de pouvoir connaître ton corps, tu as le droit de jouir de ton corps, tu as le droit c'est un droit de ne pas toujours avoir mal dans la sexualité. Ben, c'est finalement ces personnes-là qui sont les toutes premières entendues, écoutées. Si on se met à la place des personnes migrantes, ben, moi, c'est certain que je vais plus aller écouter quelqu'un issu de ma communauté plutôt que la personne qui est issue d'un autre univers que le mien, qui n'a pas du tout les mêmes références, ni langage, ni culturel, qui n'est pas né dans le même monde. Enfin, après, moi, je pense qu'on a beaucoup plus de liens en commun et c'est comme ça que je réalise mes consultations de rencontres d'humain à humain, de femme à femme et de réalité de femme à qui toute société
empêche la femme de pouvoir accéder à la connaissance de son corps et à la jouissance de son corps. Mais je dirais que quand on arrive de prime abord, ben forcément qu'on va d'abord se retourner vers les personnes de sa communauté. Donc ces personnes sont essentielles et à nous de les soutenir. Et donc à Liège, j'aurai grand plaisir de pouvoir les rencontrer et transmettre modestement un peu ma parole et mon Merci. travail. Merci Sandrine. Et justement, hein, c'est ce que tu mettais en évidence, Fausse, tout à l'heure dans ton intervention. Tu disais justement que voilà, tu étais aussi ce rôle modèle pour les femmes qui t'adressaient aussi leurs questions, leurs craintes. Et toi, ça te permet aussi justement de pouvoir travailler sur ces craintes-là pour justement faciliter la démarche vers les sexologues. Et Emmanuel disait qu'elle ne parlait pas pour elle, hein, Sandrine. Et on a Maryse qui nous dit merci infiniment. Maryse qui est sexologue et psychothérapeute qui dit merci infiniment pour cette présentation sur ce sujet si important. Je me sens choyée de pouvoir vous revoir, même si c'est en virtuel. Et ben nous aussi, Maryse, voilà, même si toutes les caméras sont coupées, on ressent la chaleur humaine derrière, voilà, derrière les écrans. Eh ben, est-ce qu'il y a encore d'autres questions ou alors on clôture, hein. N'hésitez pas si vous avez autre chose à partager. Voilà, n'hésitez pas, vous pouvez lever la main et prendre la parole. Ou sinon, on va tout doucement clôturer cette série d'ateliers en ligne qui prend fin aujourd'hui. Moi, je voulais remercier quand même les stratégies concertées de m'avoir invité durant cette année. Beau challenge, merveilleux challenge. Merci beaucoup de m'avoir invité pour partager mon modeste savoir. Surtout, soyez vous-même, soyez dans une rencontre d'humain à humain, amusez-vous, rigolez. C'est le meilleur moyen pour que ça se passe bien. Merci. L'humour est un énorme point commun de toute la planète. Voilà. Merci beaucoup Sandrine sur ces mots de quelques bonnes pratiques. Bah, ça a été un plaisir aussi pour nous, hein, je veux dire, de pouvoir t'inviter à justement partager ton expertise et ton expérience voilà, avec les membres du réseau. Et donc voilà, comme je disais, tous les ateliers sont enregistrés et ils sont disponibles hein, pour être vus. Alors sur ce, vu qu'il n'y a plus d'informations, il n'y a plus de questions, pardon, je vous propose de clôturer voilà, en beauté cette année. Donc du coup, aujourd'hui, on marque la fin des ateliers de la série Sexo. Et moi aussi, je vous remercie. Merci pour votre présence, votre assiduité. Merci pour les partages, les questions. Voilà, merci voilà, d'avoir suivi tout au long de cette année. Contrairement aux autres années, on est allé sur 6 ateliers cette année. Je ne sais pas pourquoi, on a dit ce serait bien d'en rajouter un, on en a rajouté. Et donc voilà, on se dit à très bientôt pour une nouvelle série. On vous communiquera ça en début d'année prochaine. Voilà, on vous souhaite une très belle fin d'année. On reviendra vers vous avec voilà, quelques informations, voilà, notamment le mémorandum du GAMS qui sortira dans quelques heures et avec vous, on partagera les points de plaidoyer sur lesquels on insiste justement voilà, pour la nouvelle législature. Et donc, voilà, n'hésitez pas, pour ceux et celles qui ne sont pas encore membres du réseau, à nous contacter. Voilà, je vous remercie et je vous souhaite une belle fin de journée et on se revoit très vite par mail et pour une nouvelle série l'année prochaine. Merci, bonne fin de journée, au revoir. Au revoir à tous. Au revoir à tout le monde. Merci Aude pour tout le soutien Ah oui, technique. surtout. Merci. Au revoir Sandrine, à Au très revoir Fausse, à bientôt. dans 10 jours. Bisous. À dans 10 jours, je t'attends. On fait nos petits messages perso, hein, désolé. Hein. Ouais. Bisous. Ciao, À très ciao. bientôt. Hein. Au revoir. Au revoir. Je mets fin? Ouais. Oui, Ok. tu peux Au mettre revoir tout fin. le monde. Merci, au Au revoir. revoir.